Tu te lèves, tu travailles, puis après tu peux aller skier l'après-midi, puis tu reviens, tu finis ta journée. J'étais en slip devant eux, je fais disparition comme ça du peignoir, tu vois. Des camions dans lesquels ils avaient aménagé pour pouvoir lancer des haches. C'est peut-être les Belges qui sont enthousiastes au niveau business. J'applique sur le terrain ce que j'enseigne à mes élèves. Donc quelque part c'est logique et ça te permet aussi de pouvoir t'améliorer. 5 millions d'abonnés et sa copine sur TikTok encore plus, quoi, tu vois. Et j'étais là, je fais ça c'est fort. Pour les 2-3 projets qu'il y avait, ils ont pu investir plusieurs milliers de dollars dans les projets pour les étudiants, pour les aider. Aux États-Unis, c'est des gens qui ont des centaines de millions. Exactement. Alex, du coup, ouais. Parce qu'il aime Bugatti, on a vu dans le premier épisode. Exactement. Mais c'est tout l'inverse, tu sais. Voilà, tu vas y arriver, Loïc, vas-y. J'ai appris à trouver des clients, à faire la facturation, à avoir des initiatives, à essayer de résoudre des problèmes. Je savais pas trop ce que je faisais, tu vois, même sur YouTube, au final, je me suis pas dit, plus tard, je vais avoir tout un réseau de chaînes, etc. J'en ai fait une, ça a marché, etc. Dans des maisons où il y a tous les étudiants avec tous les gobelets rouges, les beer pong, donc tout ça, c'est réel. Voilà. On en connaît qui font des vidéos sur comment devenir ceux-là que je ne suis pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alex, comme toujours, mais également en compagnie de Loïc. Bonjour, enchanté, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va plutôt être en mode comme ça et on va te poser des questions, voilà, ça va être l'interrogatoire. Non mais on va s'intéresser à ton profil parce que du coup Loïc, j'étais donc en ville, je reçois un message, tu m'expliques que tu es de passage en Andorre. Tu m'as découvert comment d'ailleurs? Tiens, c'est intéressant. Ouais, donc en fait... Moi, c'est découvert grâce à YouTube, forcément, parce que c'est là-dessus que tu travailles. Mais en fait, j'avais donc avec mon père, on aime bien regarder un peu tout ce qui est les bons plans sur Internet. D'accord. Et il est tombé sur une vidéo à toi où justement tu étais interviewé par les Wizards. Et donc après, il m'a dit tiens, Loïc, regarde ce gars-là, il est en Andorre. Et donc je me suis dit tiens, c'est parce que d'habitude. Je veux dire, les personnes qui gagnent de l'argent un peu hors ligne, c'était souvent Malte ou d'autres pays qui sont hors Europe. Et donc là, je me suis dit, tiens, Andorre, c'est un pays que j'aime bien, c'est un pays que je connais. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà, je vais garder dans le coin de ma tête que Hervé est en Andorre. Comme ça, si jamais je vis en Andorre, je lui envoie un petit message, quoi. Non, mais carrément. Mais écoute, c'est bien, parce que du coup, moi, je suis là depuis plus de 10 ans. Là, moi, je viens d'arriver il y a un mois et on a Loïc qui vient passer un mois ici justement pour voir un petit peu, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Voilà, c'est ça ta strat actuellement, de venir un petit peu te mélanger comme ça dans Andorre, voir un petit peu les gens, les découvrir, ça? Voilà, donc en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, après si on parle un peu de mon parcours scolaire ou quoi, c'est que j'ai fait un Erasmus une fois aux États-Unis. D'accord. Et donc là-bas, je suis resté pendant 4 mois. Et j'ai vu que rester quelque part pendant plusieurs mois, mais ça changeait totalement la perspective par rapport à rester quelque part pendant une semaine en vacances. Parce que je vais dire, par exemple, tu viens au ski en Andorre pendant une semaine, tu te lèves, tu vas skier, tu rentres chez toi, tu te changes, et puis tu vas peut-être faire un peu de course, manger, et puis le lendemain, c'est rebelote. Donc tu vois pas vraiment exactement comment c'est de vivre et travailler quelque part. Donc ici, je m'étais gardé dans le coin de la tête, tiens, j'aimerais bien passer un peu de temps en Andorre, voir un peu comment c'est la vie, justement, travailler, peut-être essayer d'aller dans le coworking, voir comment ça marche. Et donc, j'ai vu ici qu'il y avait le Next AI Summit qui était organisé. D'ailleurs, tu m'as dit qu'on s'est croisés presque, parce que j'y étais, t'y étais, mais on s'y est pas vu. On s'est pas vu, on a parlé à d'autres gens, donc il y avait quand même plusieurs centaines de participants, je pense. Donc voilà, je me suis dit, voilà, ça c'est une bonne date pour venir, donc je vais venir. Je vais quand même faire un peu de ski avec mon frère et mon père, et puis après ils vont retourner en Belgique et moi je vais rester quelques semaines de plus. Et donc nous voici. Bon, très bien. On va avoir pas mal de petites questions à lui poser. Est-ce que tu veux commencer, Alex? Carrément, parce que tu nous dis que tu peux rester un mois ici. Donc il y a sûrement, t'es pas dans le salariat, j'imagine qu'il y a côté entrepreneur là dans ton métier aujourd'hui, c'est ça? Voilà, exactement. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser par l'entrepreneuriat depuis tout petit, donc moi j'ai toujours bien aimé tout ce qui était entreprise. Je pense que quand Steve Jobs est décédé, j'ai acheté la biographie Steve Jobs, le classique. En plus en espagnol, donc j'ai dû l'acheter à Barcelone ou en Andorre. Bon, je sais pas si je l'ai lu en entier parce que je crois qu'il est mort dans le début des années 2010, donc moi je devais avoir 13 ans, quelque chose comme ça, donc c'était assez conséquent à lire, surtout dans une langue qui est pas ma langue principale. Enfin, je suis bilingue, mais c'est quand même pas ma langue principale. Et donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, l'entrepreneuriat. Et donc voilà, maintenant aujourd'hui je suis indépendant à temps plein, donc j'ai terminé mes études et... Donc là tu nous dis tu es indépendant, donc super, tu t'es toujours intéressé à ça, mais c'est quoi concrètement du coup aujourd'hui, tu fais quoi? Parce que c'est vrai que nous deux on se connaît pas trop, tu as parlé un petit peu à Hervé, moi du coup je vais un peu être comme les viewers, c'est-à-dire je te connais pas trop, donc je pose les questions, tu vois, un petit peu... On rentre dedans tout de suite. Okay. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'accord, je pense que le plus facile pour voir ce que je fais aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu mon parcours.
carrément, donc vas-y. je pense que voilà, ça va être peut-être une explication un petit peu plus longue, Non, mais mais vas-y, c'est bien vas-y. d'avoir On est quelque là chose pour ça. de A à Z. Mhm. Donc moi j'ai étudié mes secondaires au SHAPE, donc c'est une base de l'OTAN. Je sais pas si vous connaissez le SHAPE personnellement. Alors moi ou je pas, connais mais... parce que tu m'en as parlé hors caméra. Voilà. Non, je mais connais pas du tout, non. il va En fait, découvrir c'est Alex. une base, une des plus grosses bases de l'OTAN en Europe. Donc, il y a vraiment des profils très très importants dans tout ce qui est l'OTAN. Et en fait, pourquoi j'ai été à l'école là-bas? Donc en fait, c'est une grande base où il y a des militaires qui viennent, donc des militaires américains, des militaires espagnols, des militaires français, donc un peu toutes les nationalités qu'on peut retrouver dans l'OTAN. Mhm. Et en fait, par exemple, quand un militaire est assigné dans cette base, il doit venir travailler pendant 3 ans, par exemple, mais il va venir avec sa femme et ses enfants. Et donc, ces enfants, il va les mettre où à l'école? Et donc, il y a des écoles qui sont prévues donc, dans cette base militaire. En fait, il y a des zones qui sont privées, je veux dire, pour le travail des militaires, mais il y a aussi des zones qui sont moins restrictives, où c'est un peu comme une mini-ville, en fait. Ouais, tu En me fait, expliquais que le public peut y aller, en fait. Vous avez des accès, c'est ça? Comment ça fonctionne? Donc, pour pouvoir y accéder, en fait, il faut avoir une raison d'y être. Donc, par exemple, quand tu es étudiant dans une école dans le SHAPE, tu peux y aller. Par exemple, moi, je pouvais y aller parce que j'avais cours là-bas et donc j'avais accès à ces zones-là où, Oui. par exemple, il y a un pizza bowl, donc c'est un bowling avec un fast-food, il y a un cinéma, il y a un carrefour. Donc, il y a vraiment plein de choses différentes. Et là, justement, il y a plein de nationalités. Et moi, je suis toujours très curieux. Et donc, j'ai toujours eu des amis qui étaient américains, qui étaient espagnols, où je traînais avec eux. Et donc, je m'étais toujours dit, voilà, moi, c'est pour ça d'ailleurs en partie que j'ai fait un Erasmus. En voyant l'école américaine, je me suis toujours dit, moi, plus tard, j'essaierai au moins de faire un petit semestre aux États-Unis, voir un peu comment c'est. Est-ce que c'est vraiment comme dans les films? Ok. Petit spoiler, il y a quand même beaucoup de choses qui sont réalistes dans les films. Ah oui, ce que tu me disais, Et les qui sont clichés vrais, ouais. sont Il y a réels, quand même en des fait. clichés qui sont très très réels. Donc, les films hollywoodiens ne mentent pas. Comme tu peux nous en dire 2-3, c'est intéressant en vrai. Donc par exemple, j'avais été invité à des soirées dans des fraternités, donc c'est vraiment dans des maisons où il y a tous les étudiants avec tous les gobelets rouges, J'allais le dire avec les fameux. donc avec Ouais, les beer pong, donc tout ça c'est réel. Après dans la zone où j'étais, j'étais près d'Atlanta, donc c'est en Géorgie, donc au-dessus de la Floride, Ok. donc c'est une partie où il fait quand même chaud, donc c'est considéré comme le sud. Et là-bas il y a beaucoup de clichés qui sont vrais, donc les gros 4x4, je veux dire, les activités un peu extravagantes sur le campus, ils organisent toujours des événements. Donc parfois, moi je me souviens, c'était assez cool. Il y avait c'était des activités comme ça. Ils avaient fait venir des camions dans lesquels ils avaient aménagé pour pouvoir lancer des haches. Donc c'était gratuit pour les étudiants. Donc c'était toutes des activités pour que les étudiants puissent se rencontrer parce que ça donne une bonne excuse pour aller quelque part sur le campus. Donc il y avait un grand espace qui était aménagé justement pour toutes ces activités-là. Et donc tous les étudiants vont, tu rencontres d'autres étudiants qui sont peut-être dans d'autres facs que tu connais pas forcément. Parce que je pense qu'il y avait plus ou moins 40 000 étudiants dans l'université où j'étais, qui était considérée comme une petite université. Ouais, Bon. J'ai eu la chance, là-bas, les sports sont beaucoup plus représentés à l'université qu'en Europe. En D'accord. tout cas en Belgique où j'habite. Il y a des compétitions même Et donc, entre, il y a beaucoup de entre les compétitions. campus et tout. Ouais. Et dans le sud, par exemple, le football américain entre les universités est limite plus regardé que le football américain de la NFL. D'accord. Donc c'est à ce point-là. Et donc j'ai eu l'opportunité d'aller dans une autre université qui était tout près de la mienne. Hein, donc ça s'appelle UGA, donc c'était l'université de Georgia. Et là-bas, ils ont une très très bonne équipe de football américain. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des tickets pour aller les voir. Et c'était un stade de 80 000 places. Wow. Pour une Le Stade université. de France pour une Voilà, université. donc moi j'étais impressionné. Donc voilà, donc c'est toutes des choses qui sont vraiment comme dans les films, que ça peut être des clichés où il y a même des adultes qui vont voir le match là parce qu'ils trouvent ça incroyable. Et donc c'était vraiment une expérience, je vais dire, que j'adore. Ok, donc là, tu es passé de la petite ville, c'était un peu la preview, quoi, la Voilà. mise en bouche, et cette fameuse ville donc, qui était en Belgique, ville États-Unis un peu, Ouais. et après, tu as vraiment fait le voyage où c'est que du coup, Donc tu as voilà, découvert donc tout ça. j'ai réussi à faire Ok, ça. ok. Donc j'ai eu la chance de faire ça, donc c'était vraiment cool. Ouais, super. Mais sinon, pour revenir du coup au sujet de mon parcours scolaire, donc moi après, une fois que j'ai fini mes secondaires, j'ai étudié ingénieur, donc à la Ok. faculté polytechnique de Mons. Commence à avoir beaucoup d'ingénieurs autour de la table. Voilà, exactement. Il Donc n'y a moi plus je que suis toi qui n'y est pas. Oui, c'est vrai. exactement, voilà, faut s'y mettre Hervé. Hein. Ah ouais, là, je vais peut-être m'inscrire. là. Et lui, il a bac plus 15 sur YouTube. Voilà, c'est ça, ouais, Je- c'est vrai. Donc je suis ingénieur en informatique et gestion et en fait j'ai fait un deuxième master en ingénieur de gestion parce qu'en fait mon premier master se terminait pendant le Covid et donc j'avais eu mon Erasmus D'accord. qui était annulé. J'avais aussi un statut très très intéressant dont je vais beaucoup parler par la suite à mon avis, qui me permettait d'entreprendre pendant mes études.
Et donc, vite fait pour terminer l'histoire du deuxième master, donc ensuite j'ai fait mon deuxième master, et c'est là où j'ai fait mon Erasmus aux États-Unis. Et puis ensuite j'ai terminé mes études et je suis devenu indépendant à temps plein. D'accord. Alors oui, justement, ce fameux statut donc, qui est propre à la Belgique, c'est ça que tu m'expliquais, moi ? Voilà, donc il y a un statut qui est propre à la Belgique qui s'appelle le statut d'étudiant indépendant ou étudiant entrepreneur, comme j'aime bien l'appeler. J'ai jamais entendu ça en France en tout cas. Voilà. Et en France, il y a un statut qui ressemble. Donc je pense que quand on est étudiant, on peut être micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Tu peux, mais il n'y a pas de particularité spéciale, je pense, entre quelqu'un qui aurait ce statut qui est étudiant et quelqu'un qui ne l'est pas. Dans les deux cas. Si tu es majeur, ça revient même dans étudiant les deux cas, ou salarié. Tu auras ton petit URSAF. Voilà, mais en fait, c'est pour garder le statut d'étudiant tout en pouvant démarrer une activité. Okay. Donc en fait, il y a énormément d'avantages. Donc ça peut être des avantages qui sont fiscaux, par exemple. Donc par exemple, on n'est pas taxé. Donc si tu démarres une activité en tant qu'étudiant avec ce statut-là, sur les 8500 premiers euros que tu gagnes par an, tu n'es pas taxé et tu n'as pas de cotisation sociale à payer. Rien du tout, rien. Rien du tout. Donc c'est vraiment et tu perds pas tes avantages aussi que tu aurais. Et tu perds pas les avantages. Donc c'est-à-dire que tes parents ils vont garder les allocations, tu vas rester enfant à charge, tu gardes le statut étudiant, mais tu peux démarrer une activité pendant tes études. Ok, franchement, bon statut. Ouais, carrément. Ouais. J'aurais bien voulu avoir ça. Et donc toi, tu as identifié ça et tu t'es dit, faut que je fasse la com de ce truc, quoi. Non, voilà, donc ah oui. Ça c'est t'as vraiment t'as un peu raccourci le fin truc, de l'épisode. Mais, voilà. Donc j'ai ce statut là pendant mes études, donc pendant une grande partie de mes études, je l'ai eu pendant 5 ans je pense. D'accord. Et donc en fait ce que je faisais c'était principalement basé sur le SEO, donc c'était de la vente de liens. Donc en fait j'ai découvert ça grâce à mon père, parce qu'en fait il est professeur en marketing et il avait aussi une activité en tant que complémentaire où il faisait justement du SEO pour des clients. Okay. Et donc il me fait découvrir ce monde du SEO, donc comment faire un site WordPress, où l'héberger, comment faire pour la création de contenu. Et donc moi je découvre ça et puis ensuite j'ai des sites et je les mets en vente sur des plateformes de liens. D'accord. Donc il y avait beaucoup c'est ton premier pas un petit peu dans le business en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est le premier, la première porte dans le business. Donc toi tu crées les sites et ensuite ils sont tout prêts pour les gens et tu les vends sur un... Non, donc en fait la vente de liens, donc c'est comment fonctionne Google. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà demandé pourquoi un site apparaît devant un autre quand vous tapez un résultat. Il y a plusieurs choses, je pense. C'est le SEO, déjà, comme tu dis, les mots-clés qui vont être utilisés. Il peut y avoir les backlinks aussi, qui parlent de ce domaine, l'autorité du domaine un petit peu. Voilà, donc il y a 3 piliers au SEO, donc tu as cité pas mal de choses. Donc, il y en a un, c'est les aspects techniques. Donc, il faut que ton site soit rapide et tout ça. Donc, ça, c'est un critère. Le deuxième critère, c'est que justement le contenu de ton site soit bon, donc que les mots-clés apparaissent. Que justement ce soit du contenu qui apporte de la valeur aux gens et que Google détecte que ce soit bien et que ce soit pertinent. C'est un peu comme le watch time sur YouTube, il faut que l'utilisateur reste sur le site aussi. Par exemple, c'est des critères, mais voilà. Donc il faut que l'aspect sémantique du site soit bon. Et puis le troisième, c'est les backlinks, comme tu as cité. Okay, et donc ça veut dire que c'est un peu comme quand on fait un travail de recherche. Si par exemple je vous demande de vous documenter sur quelque chose et que je vous dis, voilà, ce travail de recherche-là, il a 1000 citations et celui-là, il en a 3. Vous allez lire lequel d'abord ? Celui avec les 1000 citations. Et donc c'est un peu la même chose, je veux dire un peu raccourci, mais c'est un peu le système de fonctionnement de Google. Donc les backlinks ont beaucoup d'importance. Et donc si tu as beaucoup de liens de sites de sites pertinents qui viennent vers ton site, du coup Google va se dire tiens, ça c'est peut-être un contenu pertinent et on va l'afficher avant les autres. D'accord. Mais du coup toi, comment tu fais de l'argent avec ça ? Et donc forcément, dans le monde idéal que Google rêve, les liens ils apparaissent de manière pertinente. Donc toi tu as un blog, tu te dis tiens, j'ai utilisé le contenu du blog d'Alex pour écrire mon contenu, je vais citer son blog dans les liens et tout ça. Et donc il y a des gens qui achètent ça. Et donc forcément, s'il y a une offre, s'il y a une demande, des gens ils ont créé des plateformes de mise en vente de liens où tu peux dire voilà, moi j'ai ces spots là. Ils ont plus ou moins ces métriques-là, parce qu'en fonction de la qualité du blog. C'est des personnes qui ont un domaine qui marche bien, qui a de l'autorité en quelque sorte, et eux ils disent moi si tu veux, tu m'envoies ton lien, je te pub en quelque sorte. Voilà. C'est un peu de la cross-promo. Voilà, c'est ça. Donc moi je te fais un lien, à part que c'est pas forcément pour que des vrais visiteurs aille sur ton blog et clique sur le lien. C'est pas forcément pour ça, c'est pour que le robot de Google aille sur ton blog, voit le lien et se dise ok, donc il y a une offre, il y a une demande, et donc forcément il y a des plateformes qui mettent en relation l'offre et la demande. Donc moi je me suis inscrit sur ces plateformes. Voilà, j'allais dire, tu passes par ces plateformes ou tu as une plateforme? Non, je passe par ces plateformes. Avoir une plateforme, c'est qu'il faut déjà avoir. C'est compliqué parce que faut la mettre en route, faut qu'il y ait des gens qui viennent proposer leur site web, faut éventuellement pourquoi aller sur la tienne plutôt que les autres. Et donc il faut c'est tout un autre business et ça prend beaucoup de temps. Donc premier business et au final t'arrêteras pourquoi? Et donc moi je continue ça jusqu'à la fin de mes études limite. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai intégré donc dans l'entreprise familiale que mon père avait en complémentaire, c'est que je suis devenu administrateur.
D'accord. Donc, il y a un statut, on peut être administrateur à mandat gratuit. Et donc, moi, je le faisais globalement pour... voilà, ça, l'argent reste dans la société, mais j'apprends à avoir des clients en SEO. Donc, je faisais un peu de community management. Je travaillais avec d'autres entreprises belges, donc des PME. D'accord. Et je travaillais justement pour leur SEO et tout ça. Ah oui, donc tu as vraiment un pied dans l'entrepreneuriat Voilà. très jeune quand même. Ouais, Ok. moi j'ai eu de la chance, c'est que bon, après c'est ça un peu l'entrepreneuriat, je vais dire, c'est quand il y a une opportunité, Mhm. mais donc c'est de Exactement. la saisir. Donc moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Après voilà, j'ai eu de la chance que mes parents soient très je vais dire motivants pour le faire, voire même parfois quand j'avais peut-être pas toujours envie, mais ils me disaient c'est quand même une bonne occasion et tout ça. On se dit ouais, c'est vrai que c'est quand même une bonne occasion et donc ça t'aide à te lancer à ce Ok. niveau-là. Donc, quoi. tu as baigné là-dedans un petit peu. Tu as vu tes parents Voilà. faire aussi. Tes parents, ils sont quoi? Ils sont Voilà. fonctionnaires, ils sont indépendants. Donc mes parents ils sont tous les deux professeurs. Mhm. Mais mon père, il aime bien trouver les bons plans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était tombé sur la vidéo. Et donc, Ok. il était. Et puis, comme il est professeur de marketing, Mhm. mais il s'était dit, bah voilà, en complémentaire, je vais aussi faire une boîte de marketing. J'applique sur le terrain ce que j'enseigne à mes élèves. Donc, quelque part, D'accord. c'est logique et ça te permet aussi de pouvoir t'améliorer. Mhm. Et donc, il faisait ça. Et puis après, mon frère et moi, on rentre dans la boîte, donc plus ou moins en même temps. Donc, mon frère, il a aussi fait un ingénieur civil en informatique et gestion en IA. Ok. Et donc, il avait aussi le statut, il a un peu aussi suivi. Mhm. Mais on n'a pas vraiment les mêmes personnalités, mais voilà, pour ça, on s'entendait très bien. Ok, donc intéressant. Et ta maman, elle faisait quoi? Et donc, ma maman, elle, voilà, ma maman, elle n'est pas entrepreneuse dans ce terme-là, mais voilà, elle me soutient, elle m'aide d'une autre manière, je vais dire. Donc, Mhm. par exemple, quand il y a une bonne opportunité pour aller faire quelque chose ou pour aller en visite ou pour justement le nouveau projet dont je parlerai juste après, Ouais, voilà, ouais. quand elle voit qu'il y a une occasion de faire quelque chose, elle me dit, ah, bah, tiens, Loïc, regarde ça, tu pourrais faire ça et Ok, tout. donc elle fait un peu de la veille, elle te soutient, elle Voilà, c'est ça, t'accompagne, exactement. etc. Ok, et elle travaille avec ton père ou... Non, Ok. c'est des boîtes totalement différentes, des écoles totalement différentes. D'accord, bon, bah, c'est ouais. intéressant parce que c'est vrai que ça peut être un plus, je pense, quand tu as déjà de la famille qui fait ça. Ils peuvent t'apprendre un peu les ficelles du métier, même si en réalité, être entrepreneur, c'est hyper large. Et ce que font tes parents, tu vas pas faire forcément la même chose. Après, tu trouves ta voie, mais quand même, il y a un petit starter pack, quoi. Genre, on t'explique un petit peu la base, et après, soit ça résonne en toi, et des gens, ça va pas du tout leur parler en plus de ça. Ouais, forcément, c'est quelque chose qui est toujours très bien, je veux dire, d'être soutenu. Mhm. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien souligner parce que souvent, je vois sur Internet que les gens ils disent ouais, moi j'ai démarré et tout le monde me disait ouais, ça va rater, Mhm. tu vas pas savoir y arriver. Mhm. Alors moi, je sais pas si j'ai vraiment énormément de chance, mais j'ai ma famille et mes amis qui me soutiennent énormément. Donc à chaque fois que l'inverse, tu sais. voilà, donc chaque Tu fois vas y arriver, Loïc, bah oui, c'est ça. Moi, Ah, c'est bien. j'ai des amis. Bah après, Ok. forcément, certains plus que d'autres, mais ils sont vraiment en mode, bah, ils trouvent ça cool que je fasse quelque chose de Ouais. différent. Bah ça, on peut en parler. Toi, je trouve Et ça ils soutiennent, intéressant. Toi, ta famille, justement, bah, c'est un peu. Ouais. C'est pas qu'ils te soutiennent pas, mais en fait, moi, je me reconnais plus du côté d'Alex, parce que n'ayant pas de base des parents, etc., qui entreprennent, bah, en fait, c'est Ils plus par comprennent pas, en sécurité. fait. Voilà, Ouais. c'est ça. Ils comprennent pas et ils ont peur pour nous et du coup ils vont pas te donner, enfin ils vont pas te mettre des bâtons dans les roues, mais ils vont plus te questionner pourquoi tu fais ça. Ça serait tellement plus simple l'ingénierie, etc. De mon côté c'était ça, tu vois. Mhm. Et bah, c'est peut-être les Belges hein, qui sont enthousiastes Non, au je niveau sais pas. Après, je sais business. pas Hein. parce que je suis le seul dans mes amis qui fait vraiment quelque chose de différent, mais je pense que aussi c'est un peu les. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu un peu travailler en Andorre. Mhm. C'est un peu les rencontres aussi que tu fais. Bien Ça sûr. peut aussi te changer ta vision des choses. Donc, par exemple, Voilà. moi, quand j'étais aux États-Unis, j'avais un cours sur l'entrepreneuriat. Ok. Et le professeur qui donnait ce cours-là, donc vraiment, je m'entendais très très bien avec lui, Mhm. c'est un professeur qui a fait une boîte, qui a été cotée au Nasdaq, je pense, et qui là, du coup, me montrait, expliquait donc son expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui te faisait dire, mais tiens, waouh, parce que le gars, à la base, Ah ouais. il n'était pas entrepreneur, hein, il était pilote de ligne. D'accord. Et puis après, il s'est dit, bah, tiens, ça a l'air bien. Et puis donc, il a expliqué comment il avait fait pour monter un peu son retour d'expérience. Mhm. Et donc, ça change ta vision des choses. Moi, je me souviens, comme il trouvait ça drôle que je sois belge et que bah, justement, j'aime bien l'entrepreneuriat et tout ça, Ok. il m'avait aussi pris une après-midi pour aller me montrer les starter hubs d'Atlanta pour montrer comment ça allait, tout ça. Et donc, on voyait des gens avec des startups qui créaient des choses et tout. Donc, c'était assez impressionnant. Pour l'anecdote, ça peut être drôle aussi. Mhm. Je sais pas si vous voyez l'émission Shark Tank.
Ouais, Donc carrément. voilà, je Donc, en pense France, que c'est Qui veut être mon associé. Mais voilà, c'est- donc en France ça. c'est Qui veut être mon associé, donc il y a une version britannique aussi, mais voilà, donc il y a différentes versions. Mhm. Donc en fait, l'objectif de cette émission, c'est des gens viennent présenter un projet, et puis après il y a des entrepreneurs qui ont réussi en entrepreneuriat, mais qui pèsent dans le game. Hein. Donc aux États-Unis, Ouais, ouais. c'est des gens qui ont des Plusieurs centaines de millions, ouais. Ah, bah, comme exactement. Alex, du coup, ouais. Voilà. Bah oui, parce qu'il est Bugatti, on a vu dans le premier épisode. Exactement. C'est ça. Ok. Et donc voilà, donc ces gens-là, en fait, ils ont l'occasion, donc les entrepreneurs qui vont présenter leur projet, ils ont l'occasion de pitcher ça à des entrepreneurs. Et ensuite, si les investisseurs, ils trouvent que le projet leur parle ou qu'ils voient du potentiel, ils peuvent Signe le investir. chèque. Allez. Exactement. Ouais. Ils prennent une part et ensuite. Voilà. ça Et grossit. dans l'université où j'étais, il y avait ça. Donc Wow. pour les étudiants américains qui avaient un projet, ils pouvaient justement aller devant je vais dire du coup Un jury, un peu. un jury, voilà exactement. Mhm. Cherchez le mot en français. Mhm. Ils pouvaient justement aller présenter leur projet et puis ils pouvaient recevoir des sommes. D'accord. Et moi, mon professeur, il m'a invité à être dans le jury. Sérieux. Waouh. Et donc, j'ai pu assister au jury. Après, donc, je sais pas trop Je si te je pouvais... veux dans mon Combien équipe. t'as mis Voilà. Combien de Je sais- millions t'as mis Voilà, je sais pas si je pouvais beaucoup... je pouvais poser des questions et tout ça, donc je pense que j'avais des questions pertinentes que j'ai pu poser aussi et tout, mais pour les 2-3 projets qu'il y avait, ils ont pu investir plusieurs milliers de dollars dans les projets pour les étudiants, pour les aider. Et donc, D'accord. ça change aussi un peu ta vision de voir les choses. Tu te dis, ok, donc l'entrepreneuriat, il y a quand même du potentiel qui est énorme, puisque là, c'est intégré à l'université là. Ah ouais. Le professeur, il fait ça. En Belgique, il y a le statut étudiant-entrepreneur qui te permet de t'aider à te développer. Donc, puis après, j'ai le soutien de ma famille et de mes amis. Voilà, Voilà, t'as toutes tout- les tout pièces. est du ouvert, Voilà, jeu. j'ai le truc limite si je allez, parce que à la fin de mes études, j'ai quand même fait 2-3 entretiens d'embauche pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais je me disais, mais voilà, il y a tellement de choses qui sont, enfin, je veux dire, tous les astres sont alignés C'est pour ça. le faire. Je vais peut-être regretter si je n'essaye pas, quoi. Mais c'est bien que tu as eu cette vision, hein, parce qu'il y en a, mine de rien, tout peut être aligné. Là, ils voient pas le truc. Hein. Ah, il y en a, ils savent pas saisir les opportunités. Donc toi, pour le coup, on pourrait dire que oui, il y en a, ils vont dire tu as eu de la chance, etc. Mais moi, je pense, de toute façon, ce que je dis souvent, réussite, c'est motivation plus opportunité. Donc là, tu as eu les opportunités. Bon, bah, tu as su mettre la motivation pour les saisir aussi. Quoi, Oui, tu parce vois. que tu aurais pu être en mode je vais faire ingénieur, pépère, j'ai mes 2 masters et puis je vais faire mon petit truc tranquille. Je sais pas s'il y a le CDI en Belgique qui est. Oui, ça il y a s'appelle aussi aussi ça, CDI. Ouais. Et du coup, je vais avoir mon CDI et tranquille. Mais non, tu t'es dit quand même, let's go, parce que c'est intéressant Voilà. en fait. Ouais, bah, je me disais, voilà, là c'est les opportunités. Et puis c'est un peu dans cet esprit-là que je suis venu travailler un peu en Andorre parce que. Alors voilà, bah maintenant que tu nous as expliqué qui t'es, Voilà. dis-nous qu'est-ce que tu fais là, quoi. Pourquoi Ouais, est-ce ça. que tu es en podcast avec nous Quel est ton but vis-à-vis de l'Andorre Si tu as des questions sur l'Andorre, on peut en parler aussi, parce que je me dis que qu'il y a peut-être du coup des spectateurs qui vont se reconnaître vis-à-vis de toi. Donc si tu as des questions sur l'Andorre, bah voilà, tu as un profil, quelqu'un qui est là depuis un mois à peine et quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Alors attention, Andorre, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur mon activité, donc il y a plein de choses que je connais peut-être pas, parce que c'est pas mon domaine, mais ça peut être intéressant Voilà. avec Ouais, ma vision. c'est super parce que on a peut-être une complémentarité même dans les connaissances, puisque moi je connais un aspect que peut-être que vous connaissez pas, parce que moi ça fait quand même effectivement de nombreuses années que je viens beaucoup en vacances. Donc par exemple, Ok. moi j'ai appris à parler espagnol en Andorre, j'ai appris à skier en Andorre. Je suis venu, donc je sais pas si vous connaissez, il y avait les camps de foot, donc ça s'appelait les Nike Camp. Donc maintenant ça a changé de nom parce que c'est plus sponsorisé par Nike, mais pendant une dizaine d'années au moins c'était sponsorisé par Nike. Ok. Et en fait ils invitaient du coup des jeunes, donc ça pouvait aller à mon avis de 8 ans jusqu'à 16-17 ans, D'accord. donc à pouvoir venir ici et faire une semaine de foot en Andorre. Et donc on allait sur les terrains à San Julia ou des choses comme ça. Et donc et l'avantage en fait c'est que comme c'était sponsorisé par Nike, il y avait souvent des joueurs de foot du Barça qui venaient. Donc les jeunes joueurs de foot qui étaient sponsorisés par Nike aussi, ils leur disaient, voilà, là il y a le camp de foot cette semaine-là, passez un peu et justement jouer un peu avec les jeunes, comme ça on pouvait un peu toucher du ballon, je veux dire, avec des gros noms du football ou voire même des légendes, je peux dire ça comme ça. Parce que t'as joué avec qui du coup donc moi par exemple, donc en 2010, moi j'étais du coup en été, donc en juillet, j'étais au Nike Camp. Et après, fin de semaine, juste après qu'ils aient gagné la Coupe du Monde, il y a Sergio Busquets et Pedro qui viennent jouer. Donc j'ai pu faire une photo. Et ils avaient encore leur t-shirt avec une étoile, avec champion du monde 2010. Et maintenant, ces joueurs-là, voilà, je trouve que c'est quand même des gens qu'on peut dire des légendes du football. Parce que le trio Busquets, Xavi, Iniesta au Barça, c'est quand même... légendaire. Donc voilà, moi j'ai pu jouer avec Busquets un peu au ballon, quoi. C'est un peu ça la force d'Andorre. Moi je sais, dans ma rue, toi t'habites pas très loin non plus, on a des pilotes de moto très très connus, tu vois, ou même des cyclistes, des sportifs, etc. Et c'est ça qui est bien avec l'Andorre, c'est que vu que c'est petit, qu'on n'est pas nombreux, il y a un petit côté un peu comme Monaco, si t'habites en Andorre,
t'habites forcément pas très loin de certaines personnes, alors intéressantes, chacun voit midi à sa porte, mais en tout cas qu'on fait des choses, quoi, tu vois. Et donc, ouais, cette proximité, tu peux la retrouver facilement. Moi, je le vois ici, on a pas mal d'influenceurs espagnols aussi, et tu sais, ils sont pas du tout sur leur garde, ni rien, tu vois, ils sont hyper détentes, tu peux leur parler, etc. Moi, j'avais parlé à un une fois, parce qu'on avait même modèle de voiture et tout, et en fait, je mesurais même pas à quel point le mec était connu. C'est juste, il y avait une plaque personnalisée, donc je m'étais dit, bon, soit il a fait ça pour le... Ouais. Voilà, soit il a fait ça pour le fun, soit c'est son nom, je sais pas, de ses réseaux ou autre. Mais moi, je vais surtout parler de la voiture. D'ailleurs, elle est marrante l'anecdote. Mais je te l'ai raconté toi, peut-être, je sais plus. En gros, on discute. Le mec, au bout d'un moment, je lui demande ce qu'il fait. Et il me dit, lui, il est dans le marketing, tu vois. Okay. Et il me dit, et toi? Je dis, bah, moi, je suis sur YouTube, tu vois. Je rentre chez moi, et là, il y avait sa compagne qui filmait un petit peu comme ça ce qui se passait, quoi, tu vois. Et on échange vite fait nos Insta, mais c'est moi qui donne mon Insta, tu vois. Je rentre chez moi, je vois que j'ai été identifié sur une story. Je regarde, et là, je vois le mec, 5 millions d'abonnés, un truc comme ça. Ouais, 5 millions d'abonnés, et sa copine sur TikTok, encore plus, quoi, tu vois. Et j'étais là, je fais, ah bah ça, c'est fort. C'est moi qui lui dis, je travaille sur YouTube, alors que moi, sur YouTube, je me montre pas, chaîne sans visage, etc. Lui, il a 5 millions d'abonnés, et lui, il me dit, ouais, je suis dans le marketing, le mec hyper modeste, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, lui, il pesait de fou sur YouTube, mais j'avais pas du tout reconnu, quoi. Et c'est ça qui est assez drôle avec Landor, c'est que j'avais vraiment l'impression de parler à un mec normal, quoi, tu vois. Bah justement, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu, c'est que j'ai l'impression que tu peux rencontrer vraiment des profils qui sont totalement différents les uns des autres. Donc, par exemple, du coup, depuis une semaine que je suis ici, même si j'ai quand même ce qui est pas mal, j'ai rencontré donc des gens, c'était 2 jeunes Espagnols qui font une start-up justement et qui travaillent au coworking. Après, j'en ai rencontré un autre qui... c'est une personne plus âgée qui gère justement une entreprise où ils font de l'huile d'olive. J'ai rencontré aussi un tout jeune qui est sorti des études, qui lui veut faire travailler chez Crédit Andorra. Donc lui, il a un job un peu plus classique, salariat. Puis je t'ai rencontré toi qui est sur YouTube. Donc vraiment, les personnes que j'ai rencontrées, ils font rien à voir les uns avec les autres. Hein. J'en connais un autre, il gère des restaurants et des Airbnb. C'est tous des gens qui ça reste des profils intéressants quand même. Voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de profils. Moi, j'ai ce que j'ai trouvé en un mois là. Intéressant, où tu as envie de parler avec les gens, etc. Ici, ouais, c'est ce que j'ai vu moi. Donc je trouvais que c'était des gens qui faisaient des activités totalement différentes les unes des autres. Et donc ça, moi je suis toujours curieux, donc j'aime bien savoir un peu comment ça marche, comment fonctionnent les choses. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ingénieur, entre guillemets. Ouais. Et donc, voilà, je me dis, mais c'est cool parce qu'il y a des gens, ils font des choses totalement différentes. Je peux leur poser des questions, ils sont très ouverts, ils m'expliquent un peu comment ça marche, leur truc et tout. Alors, forcément, je vais pas commencer à faire 50 000 business, donc je suis pas là pour copier ce qu'ils font, mais je trouve ça intéressant de voir comment les choses fonctionnent. Et donc voilà, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message, parce que je connaissais beaucoup de gens de la communauté espagnole, donc les gens qui parlent que espagnol ou catalan, mais je connaissais pas vraiment l'écosystème français. Donc c'est un peu ce que je venais essayer de découvrir en te contactant sur Instagram. Ouais, non, mais t'as raison, je pense. Et puis t'es un peu dans cette étape, ça me rappelle l'épisode qu'on a fait sur toi, où tu sais, à un moment donné, avant vraiment de poncer à fond un truc, il y a un peu cette étape où tu touches un peu à tout. Ouais. Tu vois, tu t'intéresses beaucoup. Et je pense que c'est intéressant. Alex l'avait vraiment bien expliqué dans son épisode, et moi je me reconnais aussi dans ça. C'est vraiment à un moment donné, alors toi peut-être tu vas nous le dire si tu as déjà trouvé ou pas, parce que tu as quand même des choses en ce moment qui tournent, tu fais quelque chose, mais pour Alex et pour moi, c'est vraiment à un moment donné, tu trouves un business que tu peux même pas dire dans 2 ans, 3 ans je ferai ça, parce que toi t'en as pas conscience, mais un jour il y a quelque chose qui te passe sous le nez là et tu fais oh, et en fait ça demande les compétences que tu as acquis à gauche, à droite, machin, un truc, tout ce que tu as acquis avant, toute cette expérience en fait que tu as mis de côté, mais un jour, alors je dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais en tout cas nous ça a été le cas, tu as un projet sorti de nulle part et tu dis mais attends, quand je réfléchis ça fait appel à toutes ces choses, toute cette accumulation d'expériences que j'ai eues sur tant d'années, mais je peux peut-être tout mettre là-dedans. Et toi j'ai l'impression que tu es un peu dans cette phase où tu te nourris de plein de choses, tu t'intéresses à beaucoup de gens, tu es un peu aussi dans cette phase comme on disait yes man, tu sais, genre tu saisis les opportunités, tu les provoques même, et tu vas surtout pas les refuser. Tu vois, moi aussi, je suis un peu là-dedans, c'est-à-dire, tu vois, quelqu'un que je connais pas qui me dit tiens Hervé, on peut se voir, on peut aller boire un café. Je dis bon, vas-y, pourquoi pas. Et puis au final, on fait un podcast avec toi. C'est ça qui est drôle. Mais je pense que c'est important justement de laisser la porte ouverte, parce que moi-même, j'aurais très bien pu dire oh flemme, pas la motivation, tout ça. Et en réalité, aujourd'hui, j'apprends des choses sur toi. Et puis je sais pas, peut-être on sera amené à se revoir. Enfin voilà, c'est vraiment parce qu'on provoque les choses ou qu'on
qu'on accepte qu'elle se fasse, tu vois, que ça crée encore d'autres choses plus grosses. Non, je suis d'accord, parce que pour le moment, je suis un peu dans cette phase, mais surtout d'un point de vue localisation, parce que, bon, est-ce que je reste en Belgique toute ma vie? Est-ce que je vais un peu en Andorre? Parce que, bon, c'est quand même sympa de pouvoir skier et tout ça. Est-ce que je vais en Espagne? Est-ce que... si j'arrive à avoir la green card, est-ce que je vais aux USA? Donc voilà, je suis un peu dans cette phase de... Tu penses aux USA carrément? Comme je suis resté là-bas et que j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça quand même très très cool comme expérience, et c'est un style de vie totalement différent. Mais donc voilà, donc moi je suis un peu en phase de... Je voulais un peu me documenter sur l'Andorre, parce que je me suis dit, voilà, là j'ai le temps de le faire, j'ai l'occasion, j'ai une opportunité en or pour venir ici passer un peu de temps, et donc voilà, pourquoi pas le faire? Peut-être que ça va me donner une idée, peut-être que je vais me dire, c'est vraiment incroyable, au bout de ce mois-ci, vraiment c'est une expérience que j'ai envie de faire, ou alors je vais me dire, non, finalement je préfère rester en Belgique, voilà. Donc je suis un peu dans cette phase-ci pour exploration. Ok. Sinon, pour la partie business. Ouais. Donc parce que ça m'intéresse. Moi, là, je connais pas trop ce que tu fais, justement. C'est ce qu'il disait. Voilà, donc c'est pour rebondir sur ce que tu as dit. J'ai aussi eu à la fin, une fois que j'étais diplômé, donc moi j'étais diplômé en 2023, donc juin 2023. Okay. Donc j'ai aussi eu cette phase où j'étais un peu, parce que bon, je savais comment fonctionnait le SEO, la vente de liens. J'ai encore des clients aussi pour lesquels je fais leur marketing, leur SEO et tout ça. Donc ça, c'est des business que je connais, mais je me suis aussi un peu documenté. Donc j'avais regardé comment ça fonctionnait le Amazon FBA. Donc c'est Fulfilled by Amazon, et donc c'est justement pour proposer des produits sur Amazon, et ensuite c'est Amazon qui s'occupe de les envoyer et tout ça. Donc je m'étais un peu documenté là-dessus. Je me suis beaucoup documenté sur l'affiliation, donc ce qui est affiliation justement peut-être avec des pubs Facebook ou sur des sites web, parce que bon, comme j'avais dit, je m'étais dit tiens, c'est intéressant de regarder comment le monétiser. Seulement bon, c'est pas aussi simple que de prendre un lien Amazon et de le mettre sur un site qui avait une page avec des visites, parce que forcément les visiteurs ne cherchent pas toujours un produit, donc il y a des intentions de recherche. Donc voilà, donc j'ai eu aussi une phase où j'ai regardé, je sais pas trop vers quoi j'allais me diriger en termes de business, et puis c'est en travaillant, je trouve, qu'on trouve des problèmes qu'on pourrait résoudre. D'accord. Et donc comme ça, moi je trouve que c'est toujours ça l'entrepreneuriat, c'est il y a un problème, tu arrives à apporter une solution, et les gens ils achètent la solution pour plus avoir le problème. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est ça. Et ici, je m'étais quand même dit, tiens, moi j'ai quand même pu découvrir ça pendant mes études. Ce statut, il est quand même hyper intéressant, mais il est très méconnu. Ouais, le fameux statut dont tu nous parlais tout à l'heure. Voilà, donc le statut d'étudiant indépendant, il est quand même peu connu. Donc il y a plein de... Bon, après, il y a des facs dans lesquelles ils en parlent plus que d'autres, puisque parfois ça s'y prête un peu mieux. Mais il y a quand même des idées et des choses que tu peux faire dans tous les domaines. Et puis, c'est pas, par exemple, parce que tu es en droit ou en médecine que tu peux pas voir comme centre d'intérêt, voilà, YouTube, par exemple, ou autre chose. Et donc, je me disais, mais tiens, là, il y a quand même quelque chose à faire. Pendant les études, c'est quand même une bonne période pour essayer de découvrir l'entrepreneuriat, puisque en soi, quand tu fais des études, tu sais plus ou moins ce qui t'intéresse, tu te diriges vers quelque chose qui t'intéresse. Mais moi, par exemple, donc moi, quand j'ai fait ingénieur civil, donc moi, j'ai des amis, ils sont développeurs front-end, ils sont développeurs back-end, il y en a d'autres, ils développent avec AWS, il y en a, ils font de l'IA. Donc, même en ayant choisi les mêmes études, ils font quand même des choses différentes. Ouais, donc, c'est-à-dire que les gens, ils sont quand même encore en train peut-être de se chercher, de se dire, tiens, moi, j'aimerais plutôt me diriger vers ça ou ça. Et je trouve que découvrir l'entrepreneuriat pendant cette période-là, c'est quand même super intéressant, parce que tu peux le découvrir à ce moment-là, et peut-être que ça te conviendra, et tu te diras, moi finalement, j'ai bien kiffé ce projet-là, je crois que je vais faire entrepreneur plus tard. Ou alors, au contraire, te dire, ouais non, ça, j'ai testé quand j'étais étudiant, bon, je gagnais un peu de sous avec, mais c'est pas ce que j'aimerais bien faire plus tard. Donc ça te permet de pouvoir découvrir l'entrepreneuriat, et puis c'est de l'expérience que tu peux toujours utiliser par la suite, parce que en soi, je vais dire, quand tu es entrepreneur et que tu démarres ton petit projet comme étudiant, tu dois quand même réfléchir à comment tu vas le vendre, comment tu vas trouver des clients, qu'est-ce que tu vas proposer comme service, comment ça fonctionne, la facturation. C'est plusieurs métiers, ouais. Carrément. Voilà, donc tu découvres plein de choses, et puis admettons, plus tard, tu travailles dans une start-up ou tu travailles dans une PME, mais c'est aussi des problèmes qui sont intéressants et auxquels il faut réfléchir. Et donc si tu as déjà de l'expérience à ce niveau-là, c'est quand même super. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire découvrir. C'est marrant parce que c'est bien d'en parler, mais quand même, je me dis, bon, moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais je me suis pas levé un matin en me disant, tiens, je veux être entrepreneur. Tu sais, je sais pas, c'est presque plus la passion qui m'a mené vers un espèce de truc qui rapporte de l'argent, et du coup, j'en vis, et du coup, je me retrouve entrepreneur. Tu vois, c'était plutôt ça, moi, le cheminement, mais c'est très très bien. Mais moi, il y a vraiment ce côté où je savais pas trop ce que je faisais. Tu vois, même sur YouTube, au final, je me suis pas dit, plus tard, je vais avoir tout un réseau de chaînes, etc. J'en ai fait une, ça a marché, etc. Et je pense qu'il y a certaines personnes, pas tout le monde, j'arrive à comprendre le mec qui vraiment se dit tiens, c'est ça que je veux faire, ça me plaît, je vais tout mettre en place pour réussir à faire ça, tu vois, parce que c'est entrepreneur, c'est la liberté peut-être, etc. Mais je pense qu'il y a aussi tout un panel, enfin toute une partie des gens, en fait, ils savent pas trop ce qu'ils font, ils ont du temps,
ils n'ont pas un besoin financier qui leur appuie fortement dessus, tu vois, donc ils peuvent se permettre d'allouer du temps à certaines tâches qui sont des passions et des passions qui par la suite peuvent rémunérer, tu vois. Je pense que c'est pas mal de gens, je sais pas moi, quelqu'un qui s'entend très bien, qui adore les animaux par exemple, tu vois, bah, il peut être passionné de ça et par la suite se dire bon ok, à un moment donné il faut quand même manger, donc comment avec ma passion je peux faire de l'argent, tu vois. Et je trouve que c'est un peu une autre forme d'entrepreneur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi le côté problème, parce que là tu parles de passion, mais il y a aussi des gens qui ont rencontré un gros problème dans leur vie. Ah oui, bien sûr. Ça, on l'a vu aussi beaucoup, et du coup qui se disent mais comment on pourrait résoudre ça. Et ça ouais, c'est encore une autre chose, mais toi c'est en gros plutôt, si j'ai bien compris, tu vas leur dire que ça existe, parce qu'en fait ils ne le savent même pas finalement, les étudiants, c'est ça. Donc en fait il y a 3 choses à faire, je vais dire. La première c'est apprendre que ça existe aux gens, donc montrer que ça existe. Lui, il s'est levé un matin, il a dit je vais faire la communication d'un statut c'est mal fait, qui est du gouvernement en plus, hein, donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même. Donc ça c'est montrer que ça existe aux gens, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas. Essayer de motiver les gens, hein, donc en montrant des idées. Par exemple, tu as pris ici l'exemple, par exemple, quelqu'un qui aime bien les animaux. Donc, par exemple, admettons, moi j'aime bien les animaux et tout ça, je connais une clinique vétérinaire avec plein de petits chiots qui naissent et tout ça, bah, je vais leur demander s'ils veulent pas que je fasse community manager de leur page, par exemple. Ça peut être un job étudiant sympa, donc tu peux travailler chez toi, tu fais des photos des petits animaux et tout, et animer leur page, et puis après, le cabinet ou la clinique, ben, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir une communauté, parce que surtout si tu as des petits chiots qui naissent et tout ça, ben, il faut leur trouver un maître pour plus tard, donc une famille. Donc il faut justement, si tu arrives à faire parler justement de cette clinique, et les gens vont se dire, ah ben tiens, voilà les petits chiots là, on cherchait justement à adopter, on a entendu parler de ça et on est venu. Donc ça c'est une possibilité par exemple. Ou alors ça peut être du pet sitting à domicile. Donc par exemple, tu peux te dire, ben voilà, généralement les gens quand ils font du pet sitting, ben, c'est souvent, je veux dire, travail au noir, non déclaré et tout, mais imagine... tu promènes le chien justement que t'es en train de faire, pour lequel tu es en train de faire du pet sitting, et puis le chien s'échappe ou quoi. Et puis après tu vas voir la police et tu vas dire ouais, moi je m'occupais du chien au noir comme ça, de gens que je connais pas. Enfin voilà, c'est compliqué. Là c'est déclaré, c'est pas taxé en plus en dessous de 1500 €, donc tu paies rien à le faire au noir. C'est un bel avantage, tu peux même peut-être prendre une assurance, je veux dire, au cas où si le chien te mord ou le chien casse quelque chose. Voilà, donc t'as tous des avantages à le faire. Et ça peut être justement, par exemple, là, on est juste parti de aimer les animaux, on a trouvé 2 autres trucs qu'on pouvait faire. Et donc, c'est des choses qui sont totalement possibles. Donc, le deuxième truc, c'est montrer que c'est possible et motiver les gens à le faire. Parce que, bon, je veux dire, les gens, parfois, ils ont besoin d'un petit déclic. J'essaye parfois de faire du contenu souvent pour montrer... financier dans le déclic ou pas? Alors, moi, j'essaie de mettre ça sur plusieurs aspects. Parce que forcément, il y a l'aspect financier, puisque tu peux gagner même... Si ton projet fonctionne, tu peux même gagner plus qu'avec un job étudiant, en travaillant moins de temps. Après, bon, dans le départ, parfois, il faut peut-être plusieurs mois avant que des résultats. Tu se lances, etc., bien sûr. Mais aussi, le déclic, je pense, découverte et expérience. Donc, c'est-à-dire que tu vas peut-être voir que ça te plaît, et même si ça te plaît pas et que tu veux rentrer dans le salariat plus tard, imaginons que tu as un entretien d'embauche, et forcément, si c'est un poste de rêve, il n'y a pas qu'un seul candidat. Donc, admettons, il y a 100 candidats, ils ont tous fait plus ou moins les mêmes études, ils ont tous mis plus ou moins les mêmes centres d'intérêt, ils ont tous plus ou moins fait les mêmes jobs étudiants, et puis après toi tu dis là, moi j'étais étudiant entrepreneur, j'ai appris à trouver des clients, à faire la facturation, à avoir des initiatives, à essayer de résoudre des problèmes. Forcément, à la fin de la journée, la personne qui fait le recrutement, c'est qui qu'elle va retenir en disant bah, tiens, lui finalement c'est celui que je retiens parce que c'est celui qui est différent des autres. Et donc je me dis que ça c'est quand même quelque chose qui peut marquer la personne pour laquelle tu fais l'entretien et qui peut justement te donner des points bonus pendant ça. Donc il y a aussi l'aspect expérience qui est quand même intéressant, et puis développement personnel et gratification aussi. Il y a l'aspect fierté de dire, ben voilà, moi j'ai mon business, ça marche, j'arrive à faire ça, j'ai trouvé mes propres clients. C'est clair. Bah, je pense que le statut, du coup, il est pour beaucoup. Bon, bah, toi, c'est super, tu apportes de la communication, de la visibilité à ce statut. Mais quand on y pense, moi, c'est typiquement le genre de truc que je trouve bien, tu vois. Ouais, on te dit, en fait, on te met dans une case et on te dit, vas-y, essaye des choses. Si ça marche, eh bien, écoute, ça va peut-être te donner goût à aller plus loin par la suite, et on va pas directement t'écraser avec les règles, on va dire, tu vois. C'est parce que oui, ok, il y a la fiscalité, mais il y a aussi le côté, bah, t'as peur de mal faire les choses. Est-ce que j'ai choisi le bon statut? Tu sais, rien que là, je vois en France, quand tu crées la micro-entreprise, auto-entrepreneur, déjà, premier problème, c'est bon, faut t'inscrire, machin. Heureusement, le statut est encore gratuit, etc. Mais c'est choisir, tu sais, comment ça s'appelle là, le bon intitulé, tu sais, pour le code ANF, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Et là, déjà, les gens savent pas quoi mettre, parce que si par exemple, imagine, tu fais un peu d'argent avec TikTok, toi, tu as juste envie de te déclarer d'être en règle, et bien déjà, quelle case tu mets? Tu mets juste des vidéos sur TikTok, et du coup, tu es obligé de t'identifier comme blogueur, parce qu'il n'y a rien d'autre qui correspond. Et je trouve que c'est un petit peu ça qui, dès le début, te freine. Tu n'as même pas encore commencé à générer quoi que ce soit, parce que tu as des gens aussi qui... Alors, tu as deux versions, tu as ceux qui testent, et une fois qu'ils voient que ça marche, ils disent « Oula, vite, je me mets en règle ».
Ok, c'est une manière de faire. Et tu as ceux qui veulent avoir déjà le statut avant de commencer. Bon, je suis pas sûr qu'il faille vraiment faire comme ça. Tu vas pas Et puis, tu as ceux qui font des milliers d'euros et après, ils s'inscrivent au non, truc. mais pas du tout. Bah, après, quand c'est pas ton activité principale, je pense qu'il fait écho à un épisode où du coup j'expliquais un peu avec mon prof comment ça s'était passé. Mais du coup, je dirais, moi, qu'il faut plutôt commencer d'amorcer les choses avant d'essayer de faire en sorte que tout soit parfait, machin. Mais du coup, là, ce statut, il est parfait. Parce que t'as même plus cette problématique, ça l'efface. Parce que tu as juste à dire, je fais ce statut, mais derrière, c'est bon, tu es libre, entre guillemets, de faire de l'argent. Si ça marche pas, t'as rien perdu. Si ça marche, tant mieux. Tu as acquis de l'expérience, des gains. Enfin, c'est parfait, Voilà. quoi, je trouve. Après, j'ai nuancé un petit peu. Vas-y. C'est qu'il faut quand même faire les choses correctement, je veux dire, quand tu t'inscris. Donc, pour obtenir le numéro d'entreprise et commencer à facturer, il faut du coup avoir un numéro d'entreprise. À facturer, non, mais je veux dire, avoir un numéro d'entreprise, ça coûte 101 euros, je pense, en Belgique. Et il faut passer par une caisse d'assurance sociale. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais des partenariats avec des acteurs qui sont justement intéressants dans le monde de l'entreprise pour un étudiant. Donc, par exemple, j'ai un partenariat avec une caisse d'assurance sociale pour justement pouvoir essayer de simplifier les démarches et faciliter le processus pour l'étudiant. Donc par exemple, si un étudiant te dit voilà, j'aimerais bien démarrer, je sais pas quoi faire, parce que forcément quand tu es étudiant et que tu as 18 ans ou 19 ans, tu connais pas 20 caisses d'assurance sociale. Donc moi, je travaille avec Liantis et donc j'aurais dit voilà, là il y a un numéro de contact, on peut travailler comme ça, donc vous me dites, et puis après, de toute façon c'est gratuit de s'inscrire, hein, donc pour une caisse d'assurance sociale en Belgique, donc une ou l'autre pour l'étudiant, c'est quoi que tu financier, si s'inscrire est gratuit, c'est quoi qui est payant? C'est pour avoir le statut après? C'est pour avoir le numéro d'entreprise en Belgique, donc c'est à la BCE, donc ça s'appelle la Banque Carrefour des entreprises, donc pour avoir le numéro d'entreprise, c'est 101 €. Et donc, après, moi je vois ça un peu comme une mise, hein, puisque si tu te dis, tu le gardes autant que tu veux. Hein, donc tu te dis, voilà, je paye 100 €. En fait, tous les indépendants en Belgique, ils doivent avoir un numéro d'entreprise, et donc c'est obligé. Et donc, tu mets 101 €, tu te dis, voilà, combien de temps je vais mettre pour le récupérer. Et puis si tu arrives à récupérer 100 €, tu vas dire, tiens, j'arrive à récupérer 200, j'arrive à avoir 300, ça j'arrive peut à avoir presque 400. te motiver, hein, des fois, parce que quand c'est gratuit aussi. Tu te dis, c'est pas grave, tant pis, flemme. Et donc là, tu te dis, j'ai quand même bien les récupérer. Et puis si tu arrives à avoir au moins ton premier client et tout, tu te dis, voilà, il y a moyen d'en avoir d'autres. Et donc, moi, j'essaie aussi de faire des partenariats pour essayer de simplifier les démarches, que si un étudiant il a besoin de quelque chose, ce soit fait correctement. Donc, qu'ils aient automatiquement le fait que ce soit des gens avec un statut étudiant, c'est-à-dire qu'il faut les mettre dans la catégorie qu'ils n'ont pas de cotisation sociale à payer en dessous d'un certain seuil, que leurs parents gardent les avantages, qu'ils les mettent pas dans une mauvaise case, qu'ils les mettent pas dans indépendant à temps plein, quoi, par exemple. Donc voilà, donc que vraiment le processus soit facilité pour l'étudiant, que s'il a une question pour les paliers, il puisse directement envoyer un mail à cette adresse-là et avoir sa réponse. Que ce soit pas appeler un call center, que la femme elle sache même pas, la femme ou l'homme pardon, voilà, que la personne au bout du téléphone ne sache pas c'est quoi le statut, ils se disent il y a des paliers, je sais, enfin bref, et puis finalement tu passes plus de temps à expliquer. Ça c'est ton rôle, ça c'est ce que tu fais toi. Donc moi j'essaye justement la com, ce que j'allais dire. Moi j'essaie de faire tu fais le rôle de l'État. Alors moi j'essaie de faire l'intermédiaire entre les étudiants et les acteurs, parce que je pense que quand on est étudiant parfois et qu'on veut se lancer, on sait pas trop vers qui se diriger, quoi poser comme question et tout. Et donc, moi, j'essaie justement d'être une porte pour faciliter ça aux étudiants. Et donc, moi, justement, j'essaie de faire des partenariats avec les entreprises. Comme ça, je peux mettre en relation beaucoup plus facilement. Et je dis, voilà, tu contactes cette personne-là, elle sait pourquoi tu vas la contacter. Elle va pouvoir t'aider pour ça. Tu as ce problème-là, tiens, on peut faire ça. J'essaie aussi je vais faire des vidéos aussi pour pouvoir justement essayer de montrer les différents statuts, ce qu'il est possible de faire et tout. Et puis, j'ai aussi une branche importante, c'est essayer de montrer que c'est pas moi le seul qui fait études entrepreneurs, donc je suis pas un extraterrestre, qu'il y en a d'autres. Je pense qu'en Belgique, il y en a un peu plus de 8000 étudiants qui sont étudiants entrepreneurs, ce qui est pas énorme, mais ce qui veut dire qu'il y en a quand même. Et donc, j'essaie d'interviewer d'autres étudiants ou anciens étudiants qui étaient étudiants entrepreneurs. D'accord. Okay. Le statut, il existe depuis longtemps ou... Depuis plus ou moins 2017. D'accord. Bon, c'est pas si donc, voilà, c'est quand j'étais en deuxième... janvier de deuxième, je crois que j'ai peut-être un des premiers inscrits statut d'entrepreneur. Ok, en tout cas, ça t'a bien plu. C'est super, franchement, ça t'a plu, t'en parles aux autres, tu les incites à faire un peu la même chose. C'est super, franchement. Et puis, c'est vraiment cool avec l'aspect interview d'étudiants entrepreneurs, c'est qu'ils ont tous un business différent, ils ont tous fait des choses différentes, ils ont tous démarré aussi à leur manière. Et donc, ça permet aussi de se dire, parfois, ici par exemple, j'interviewe des étudiants, ils peuvent être en Polytech ou quoi. Et alors, je dis, tiens, voilà, cet étudiant-là, et puis les autres, ils arrivent et se disent, mais celui-là, il est en classe, dans ma classe, quoi. Donc, allez, ça rajoute une proximité, on se dit, mais tiens, lui, il est là, assis à deux chaises à côté de moi, il le fait, c'est-à-dire que c'est possible de le faire. Ça veut pas dire que c'est un truc que personne ne fait, quoi. Ouais, carrément. Tu fais ça sur une chaîne YouTube, du coup, toutes les interviews? Ouais, donc j'ai des supports version courte, donc sur TikTok et Instagram. On s'appelle Studentpreneur. On mettra les liens en description. Et j'ai la chaîne YouTube avec les versions longues. Donc je vais essayer de publier des extraits aussi de ces interviews plus longues, mais voilà, si une personne
qui est un peu plus loin dans le tunnel de vente, un peu moins en phase découverte et qui se dit bah voilà, moi j'aimerais bien faire ça. Par exemple, je sais qu'il y a quelque chose qui était assez populaire, je pense que ça, parce qu'aux USA ça a aussi été populaire, c'était le nettoyage de véhicules à domicile. Ok. Donc le premier étudiant que j'ai interviewé, il faisait ça. Mhm. Et donc par exemple, il y a un étudiant, il a commenté, il a dit ah ben voilà, moi je réfléchissais à faire quelque chose comme ça aussi. Donc c'était super intéressant pour lui Super. d'avoir la vidéo qui pouvait un peu expliquer l'autre, et qui en plus l'autre il s'est lancé à temps plein une fois qu'il a été diplômé parce qu'il faisait du marketing, et donc il fait le marketing pour son projet de nettoyage à domicile. Et en plus, ça gagne bien, ça, je crois, si c'est bien. Et donc voilà, fait, donc quand ouais. c'est bien fait, en fonction du standing, du premium, parce que parfois Ouais, tu as c'est aussi des sociétés qui doivent nettoyer les véhicules, parce que parfois il y a des normes ISO, je veux dire, qui disent que les véhicules, par exemple, doivent être propres. Hein. Mais toute une société de taxi doit avoir les véhicules propres. Donc si tu arrives à avoir des gros partenaires comme ça peut être très Bah très là, tu lucratif. nettoies la flotte de taxis régulièrement, c'est pas mal, ouais. Donc ça Hyper peut être très intéressant. lucratif. Ok, cool, Bah cool. Moi, j'avais une question plutôt, du coup, tu me disais le tunnel de vente. Parce que, du coup, toi, comment tu te rémunères par rapport à tout ça? Parce que c'est. Tu fais un peu le rôle de l'État, comme on Et disait là, il en va nous rigolant. dire ah non, mais je le fais bénévolement. Non, ouais, ça. C'est vraiment une Au passion. début, quand j'ai commencé, c'était un peu bénévolement. Après, il y a plusieurs choses pour lesquelles je faisais. Donc, moi, je me dis que savoir quand même, bon, comme je fais quand même du marketing en activité principale, donc c'est comme ça que je suis rémunéré principalement, c'est avec mon autre activité. Je me disais, bah, tiens, c'est quand même intéressant de voir comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment arriver à faire monter en abonné un compte, comment arriver à faire du montage vidéo et tout. Je me disais, c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien apprendre à faire. Mhm. Donc, je me suis dit, bah voilà, il faudrait un sujet pour le faire. Et puis après, je me suis dit, bah, tiens, moi, je suis quand même bien placé pour parler de comment démarrer un business en tant qu'étudiant, puisque je sais que je l'ai fait. Donc moi, je ne fais pas des vidéos sur comment devenir multimillionnaire, parce que je ne suis pas multimillionnaire. Donc moi, je fais des vidéos. Pourtant, on en connaît. Voilà. On en connaît qui font des vidéos sur Voilà. comment devenir cela que je ne suis pas. Voilà. Ouais. Par contre, qu'est-ce que je sais faire? C'est comment démarrer un business quand on est étudiant, et aussi justement apporter des informations et voir comment ça fonctionne, parce que je suis quand même passé par là. Ok. Et donc je me suis dit, bah voilà, ça c'est un bon créneau, c'est sympa. En plus, bon, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc je me suis dit, bah voilà, pour personal branding, ça va pas être perdu. Donc même s'il se passe rien, voilà. Après, pour les étudiants, je ne fais rien payer, parce que j'ai pas envie de faire payer des trucs aux étudiants. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'est avec les partenariats, avec les acteurs, justement. Par exemple, c'est des entreprises qui sont des acteurs importants lorsqu'on démarre un business en tant qu'étudiant. Donc, je pense notamment Caisse Assurance Sociale, peut-être une assurance, peut-être une banque. Donc, toutes des choses comme ça. Eux, voilà, j'essaie de faire des partenariats avec eux pour justement pouvoir simplifier. Et puis même, eux, comme image de marque, c'est toujours intéressant d'être là pour soutenir les étudiants dans leur business. Donc, voilà, c'est quand même intéressant pour eux. Et ça va, ils sont de plusieurs réceptifs aspects. parce que je me dis, tu sais, c'est comme chaque business, quoi. Tu démarres au début, tu dis, ouais, j'ai eu 3 clients, machin. Ils disent, ouais, non merci, quoi. Et puis après, une fois que toi, t'es bien développé, c'est eux qui bombardent ta boîte mail Comment en t'as mode. convaincu les premiers acteurs, en fait? C'est intéressant, ça. Ah, voilà. Donc, Ouais. moi, pour le moment, donc j'ai un partenaire principal. Les autres, je suis en train de contacter pour voir Ok. d'autres choses. Mais je pense que ça dépend aussi avec qui on tombe et si les gens arrivent à avoir l'opportunité. Donc, si dans une entreprise, Clairement. par exemple, tu es dans le département marketing où tu prends des décisions et tu vois un jeune motivé qui fait étudiant entrepreneur, qui essaie d'expliquer, qui passe dans les. Parce que je suis passé dans beaucoup de classes aussi, dans l'université de Mons, à Condorcet aussi, j'ai fait les présentations. Donc, c'est toutes des écoles qui sont assez conséquentes en Belgique. Mhm. Voilà, il faut trouver quelqu'un qui soit étudiant entrepreneur, qui l'ait fait, qui soit motivé de le faire, qui a envie de faire ça, enfin qui soit encore indépendant aussi, parce que le fait que je sois indépendant et plus salarié, ça aussi, ça ajoute une part aussi d'importance, je veux dire, pour comme argument commercial. Et donc se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a une opportunité? C'est comme on parlait avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, si tu arrives à saisir l'opportunité, à te dire, voilà, ben, c'est toujours mieux que d'arriver par la suite et dire, ah non, moi j'ai pas cru en ton projet à ce moment-là quand tu es venu, mais du coup, je veux venir maintenant. Ben, peut-être qu'il y en a un autre qui aura pris la place. Hein. Ouais, Donc, peut-être c'est que la ça. place sera plus disponible. Donc c'est à ce moment-là. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance que Liantis ait eu confiance en moi pour en tout cas cette première année. Puis on verra au bout d'un an comment ça se passe, comment évolue le projet. Ouais, Donc, super. Ouais, après, de toute façon, les partenaires, ça peut Ouais. évoluer, etc. Mais ouais, c'était intéressant de savoir, parce que moi, ça, je l'ai vu dans plusieurs business. Au début, les gens ont du mal, parfois, pas tout le temps, mais tu sais, à donner de la force un petit peu. Tu sais. Ouais. Toi, tu te lances, et puis en effet, t'aimes pas demander, tu vois que ça vient pas non plus de la part des autres. Et du coup, tu es dans cette situation un peu compliquée, et parfois même, quand tu vas demander, on te calcule pas trop. Et puis, c'est le jour où, boum, tu as grossi, que tu es bien développé, que là, la tendance s'inverse, et ces mêmes personnes qui te calculaient pas trop peuvent venir demander un peu de visibilité, etc. quoi. Mais Donc, ça, c'est, enfin, si je peux rebondir là-dessus, ouais, c'est un vas-y, peu hein, comme on disait. Moi, j'avais dit que j'avais toujours eu du soutien
de la part de mes amis ou de ma famille. Et pour vous dire, bon, c'est pas évident, hein, mine de rien, de se filmer, faire une vidéo, la monter, qu'elle ait l'air sympathique et tout. Donc moi, j'étais content des premières vidéos que j'ai postées. Et pour la petite histoire, par exemple, j'ai repartagé dans ma story Insta et tout ça. Et puis, j'ai plein de potes. Bon, du coup, ils vont se reconnaître, hein, s'ils regardent la vidéo, qui sont venus directement suivre le compte et liker plein de reels et tout, sans que je leur demande rien du tout. Hein. Donc, c'est vraiment des amis qui se sont dit, bah voilà, c'est cool ce qu'il fait, je vais suivre, je vais commencer à liker. Et donc, il y a eu vraiment eu. Tu les as payés combien? Mais non, j'ai pas payé ni rien, j'ai même rien demandé parce que moi, au départ, j'ai pas demandé à personne de commencer à suivre le compte. De studentpreneur parce que je me suis dit bon voilà, moi j'aimerais bien que ce soit que des étudiants qui suivent, des étudiants qui sont encore aux études, qui sont susceptibles de le faire. Après bon, c'est d'autres gens parfois j'ai même quelques parents d'étudiants que j'ai interviewés qui sont venus follower, ils ont dit c'est mon fils, ils sont contents et tout, parce que même pour les étudiants que j'interviewe c'est quand même, ça laisse un peu une trace de ce qu'ils faisaient, donc peut-être que dans 10 ans ils vont dire bah regarde, moi je faisais ça quand j'étais jeune, et j'ai même une interview sur YouTube de ce que je faisais. C'est là que c'est le plus dur, hein, c'est le début. Après, à partir du moment où la machine elle est un peu lancée, que tu as des témoignages qui arrivent, etc., et puis des gens aussi qui sont contents de ton service, de ce que tu proposes. Là, la machine, elle est un petit peu lancée. Oui, il y en a plein, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit tiens, j'avais pas pensé à ce business-là, j'aimerais bien faire ça. Moi, je sais pas quoi faire pour démarrer. Tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour... Allez, est-ce que c'est une bonne idée de démarrer en faisant ça ou pas? Qu'est-ce que tu penses à ce niveau-là? Donc, moi, je réponds. En plus, ça, c'est une chance quand on arrive au début d'un projet, c'est qu'il y a plus facilement proximité. Par exemple, si tu as 500 000 abonnés et que tout le monde te pose une question, c'est compliqué de répondre à tout. Par contre, si tu es à tes débuts et que tu poses des questions, c'est même, moi, j'ai plus de temps. Moi, je suis content de répondre aux questions des étudiants. Je trouve ça cool parce que je me dis, allez... C'est vraiment sympa, il y a des gens ils savaient pas quoi faire et tout, et puis après moi je peux les aider pour justement démarrer leur projet, et peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 2 ans, c'est eux que j'interviewerai et que je verrai, et puis peut-être que quand plus tard ils vont continuer dans cette voie-là, et peut-être que dans 10 ans j'aurai besoin de quelqu'un pour un service ou quoi, et puis je dirai voilà, je connais quelqu'un qui fait ça, et donc c'est vraiment cool quoi. Non, puis même aussi peut-être les personnes à qui tu réponds, tu te dis j'aurais bien aimé qu'on le fasse pour moi. En fait, moi je sais que ça joue pas mal, ça, tu sais, tu te projettes un peu l'empathie quoi. Tu te mets à la place des personnes et tu dis dans sa situation au gars, là franchement le service, ou appelle ça comme tu veux, mais le service rendu quoi, les informations que je viens de partager, dis là je pouvais pas faire mieux. Tu sais, moi j'ai quand même aussi un peu cette sensation du travail bien fait. Tu vois, genre t'es content de toi quoi. T'as rendu service à quelqu'un, t'es content. Tu sais, c'est comme si t'avais, je sais pas, tenu la porte à quelqu'un, mais à un autre niveau là. Donc ça peut être une source de motivation en effet, de se dire voilà, bien, j'aurais eu quelqu'un comme ça là qui a répondu comme moi, je l'ai fait. C'est super quoi. Ouais, et puis j'ai aussi l'impression que quand tu démarres un projet en tant qu'étudiant, je sais pas si vous avez aussi eu cette sensation, mais en tout cas pour beaucoup d'étudiants que j'interviewe, ou même pour moi-même, j'ai l'impression que quand tu démarres ton projet comme étudiant, ils en parlent pas beaucoup, ou ils sont un peu forts dans leur coin. Et donc je trouve que l'aspect ici de se dire tiens, il y a une communauté, il y a d'autres étudiants qui le font, ça peut même motiver à le faire, parce que tu te dis voilà, c'est pas un truc que je fais tout seul et tout, tu te dis non, il y en a d'autres qui font des choses, là si je veux je peux demander, puis après peut-être plus tard, j'essaierai peut-être d'organiser des événements avec d'autres étudiants entrepreneurs, et où justement on pourrait se réunir et échanger des idées. Et donc je me dis, voilà, tu te dis, tiens, il y a une communauté, ça peut peut-être faire avancer les choses et motiver à continuer ton projet, quoi. Bon, clairement, moi je suis sûr que tu inspires des gens. Il y a des gens, déjà, tu vas les informer sur ce statut, et il y en a d'autres, de par les témoignages, etc., des autres élèves qui ont suivi ça, ils vont se dire, waouh, mais du coup, trop bien, j'y vais, quoi. Et donc à la fin, c'est super. Ça se trouve, dans 5 ans. Il y a un mec au Nasdaq. Non, mais c'est ça, il aura lancé je ne sais combien. Le CAC 40 du coup, je sais plus, en Belgique, j'ai plus comment ça s'appelle, étonnamment. C'est mon pays, mais je ne sais pas. Non, mais c'est clair, puis c'est motivant de faire ça. Moi je trouve que c'est des choses bien, t'apportes de la valeur, en plus du coup t'as dit tu fais ça gratuitement, tu te rémunères avec les sponsors et tout, donc t'es sur un modèle hyper sain. Je sais, quand on s'est vu là, qu'on a bu un café ensemble, il me parle un peu de ce qu'il fait et tout ça, puis forcément il me montre 2-3 vidéos, tu vois, et il y en a une, c'est ça, tu montres un peu des billets, parce en fait c'est de gagner de l'argent là, comme ça, en fait, c'est pas vraiment pour l'aspect gagner de l'argent, je montre les billets, c'est pour montrer que ça coûtait que 100 €. Et donc je voulais matérialiser en disant, pour avoir le numéro d'entreprise, ça coûte que 100 €. Voilà, donc je mets 2 billets de 50, parce que parfois 100 €, on peut se dire, 100 €, il y a 3 chiffres et tout, mais quand on voit 2 billets de 50, on se dit, c'est 2 billets de 50, quoi, par rapport aux influenceurs qui montrent des liasses de billets avec 50 000 €, tu te dis, non, là il y a 2 billets, quoi.
Et donc, je voulais montrer que c'était 2 billets. Et du donc, coup, il me montre voilà. ça et il me disait Hervé, j'avais un peu d'appréhension à te montrer ça. Tu vas te dire c'est un vendeur de rêve, machin. Et j'étais là avec les 2 billets de 50. Tu sais, on en a vu d'autres. Hein. Bah oui, c'est ça justement, c'est pour ça je me suis dit, j'ai pas envie quand même qu'ils se disent, quand il m'a expliqué, encore un gars qui va me dire, tiens, on peut faire une photo avec la Lamborghini pour après passer sur le truc. Je me suis dit, ouais, non, c'est bon. Oui, j'ai quand même essayé d'expliquer le background et l'histoire derrière ça. Non, Quoi. moi je lui ai dit, c'est hyper sain ton truc, et puis c'est bien, ça inspire des gens, ça motive aussi. Donc, écoute, top. Et donc, après avoir un peu fait le tour sur qui tu es, ce que tu fais, t'es en Andorre, dans le but de rencontrer du monde, tu nous as dit, t'as déjà rencontré en l'espace de quoi, 2 semaines là, c'est ça? Pas mal de profils intéressants. Ça va faire une semaine dans quelques jours, ouais. Après, j'ai passé une grande partie à skier avec mon frère ou quoi tant qu'il était là, donc ça a un peu ralenti le processus, mais voilà. Bah déjà, il est bien lancé le processus, parce que le mec, en 2 semaines, il rencontre 4-5 personnes intéressantes. Il y a très peu de studios de podcast, c'était dans un aujourd'hui. Donc en 2 semaines, là, je pense, t'as encore moyen de rencontrer pas mal de gens intéressants. Donc, je l'espère. Ouais, bah non, je le pense. Bah, vu comment t'es lancé là, à fond là. Donc parfait. Et c'est à l'issue donc de ce petit mois passé en Andorre que tu vas décider, ou t'es pas pressé? Pour le moment, c'était plus une expérience, voir un peu l'Andorre, à quoi ça ressemble concrètement en y étant sur place. C'était quoi là? En fait, je me suis dit, c'est quand même la bonne opportunité parce que voilà, ici c'est encore tranquille parce que je sais qu'en hiver, quand c'est haute saison, c'est un peu beaucoup plus peuplé, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui viennent. En été, il y a la compétition de VTT et tout ça, donc je me suis dit là, c'est une période un peu creuse. Aussi pour moi en Belgique, c'est une période un peu plus chill où je peux travailler en remote, tout simplement. Et donc je me suis dit, voilà, je vais faire digital nomade entre guillemets et venir. Allez où ta caravane? Et venir, voilà. C'est ça. Non, mais nickel. Donc en gros là, c'est plus testing un petit peu pour voir. Voilà. Et tu t'es pas dit si ça me plaît cet été j'habite en Andorre? Non, pas du tout. Pour le moment. Je pense qu'il faut quand même. Ça implique quand même plusieurs choses. Donc je me suis dit voilà, je regarde un peu comment ça se passe, comment ça marche, et puis voilà, peut-être que si ça me plaît énormément, je vais peut-être refaire une autre période encore peut-être plus longue, et donc après finalement je ferai long, mais okay. Voilà. Ouais, mais t'as raison, c'est un bon moyen, je pense. Bon, c'est pas exactement ce qu'a fait Alex, quoique t'es venu en repérage l'année dernière. Ouais, je suis venu une petite semaine, et après je me suis dit, en plus on travaille ensemble maintenant et tout, donc forcément c'était plus simple, mais ouais. Je me suis dit let's go tout de suite moi, mais bon c'est vrai que c'est... Et après toi t'avais sué ça dans la tête comme tu me dis, est-ce que tu veux repartir là-bas un peu? Je m'étais vraiment bien, j'avais passé vraiment un bon moment là-bas. Après voilà, c'est pas la même distance. Voilà, c'est pas la même distance, ça implique pas les mêmes choses, et puis c'est quand même différent. Moi j'aime quand même bien skier et tout ça, donc je m'étais dit voilà, l'Andorre ça correspond quand même à beaucoup de choses. Le ski c'est important pour toi, oui, j'ai l'impression. Ouais, en fait je me disais mais tiens c'est quand même incroyable, t'imagines, tu te lèves, tu travailles. Puis après tu peux aller skier l'après-midi, puis tu reviens, tu finis ta journée, enfin je veux dire tu finis au spa après comme Alex. Alors Alex lui c'est le spa là, c'est son truc. Mais je me dis... C'est juste après le podcast là. Voilà, mais je me dis c'est quand même, je veux dire, quelque chose que je peux pas faire en Belgique. Et donc voilà, je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, bah tu vois moi cette année j'ai pas encore skié. J'étais faire de la luge une fois. Tiens d'ailleurs c'est parce que Hervé t'a conseillé l'Andorre que t'as pas choisi Malte ou une autre destination? Ouais, moi il y avait aussi le côté famille où je voulais rester pas trop loin, tu vois, donc ça reste, tu prends le bus à Barcelone, tu prends l'avion à Beauvais, moi c'est à côté de chez moi, et le côté où on bosse ensemble, où c'était super d'être à côté, le côté sécurité, comme je l'ai dit dans mon podcast, tu vois, le côté fiscalité, le côté... Après Malte tout ça aussi, mais j'ai entendu aussi parler Malte que c'était très petit, que c'était... Après l'Andorre c'est pas beaucoup plus grand à mon avis. Ouais, mais t'étais en mode un peu genre rocher, et puis t'as quasi rien à faire et t'as de l'eau autour, quoi. À part ça, il n'y a pas grand chose. Okay. Et ouais, surtout le côté boulot avec Hervé, ouais, carrément. Ouais, plutôt ça, boulot, et bah moi c'est le côté aussi... après il paraît que les billets, on m'a dit, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, les billets d'avion pour aller à Malte c'était 12 balles quoi. Ouais, ça peut, impressionnant. Jet, ouais. Mais t'es debout, t'es comme ça. Mais c'est vrai que nous, je sais, on a envie. Là, on démarre la voiture là. Dans 2h30, on est en centre-ville de Toulouse. Il y a trop d'avantages en fait ici. Ouais. La famille aussi, tu vois, parce que toi, tu peux prendre l'avion, mais peut-être la famille, ils n'ont pas forcément envie de le prendre, l'avion, etc. Imagine, t'as une famille, je sais pas, pas mal de cousins, cousines, machin. Bon, c'est compliqué pour que les gens viennent te voir. Là, au final, l'Andorre, ça coche vraiment toutes les cases, je trouve. Ouais, comme il a dit Alex, tranquillité. Bon, pour le boulot, nous, c'est vrai que c'était plus pratique. Et puis, ouais, je sais pas. Ah, et aussi la langue. Attends, Malte, ça parle quelle langue? Anglais. Ah ouais, c'est l'anglais, beaucoup anglais. Ouais. Ah, tu vois, ici, ça parle
pas tant que ça anglais au final, Andorre, beaucoup espagnol, mais aussi beaucoup français, mine de rien. Et catalan Donc, aussi. Parce que si catalan, bien sûr. Si tu vas à la Comou, ils vont te de- parler, je crois qu'ils peuvent même pas te répondre en français, en anglais, en espagnol, ils doivent te répondre en catalan. Déjà l'autre fois au centre sportif, un peu là. Elle nous a dit quoi Castillano, elle nous a dit. Ah ouais, voilà. Ah ouais. Mais bon, C'est encore heureusement, autre je chose, mais maîtrise très très bien, donc il n'y a jamais de Parfait, pépin. bilingue. Bah, d'ailleurs, on finit le podcast là en espagnol. Voilà, à partir de maintenant, là, on va vous mettre les sous-titres. Voilà. C'était quoi l'autre fois? J'étais à Caldea, on s'est fait tirer nos peignoirs, je sais pas, quelqu'un a dû se tromper, etc. Ouais. Du coup, tu voyais 2 gus en caleçon là, À qui se l'accueil. baladaient à Et l'accueil. on n'a pas le droit en fait. Et du coup, tu vois, il y en a une qui fait Chicos, et genre on n'a pas le droit, tu Ouais. vois. Et là, j'ai encore une fois sorti mon meilleur catalan. C'est-à-dire J'ai dit comme ça, j'étais en slip devant elle, je fais disparition, comme Voilà. ça, du peignoir, tu vois. Et elle a compris, comme quoi ça marche. Elle a pas appelé la Ça police. d'apprendre. Elle a pas appelé la police. Et t'as la police qui arrive. Apparition. Voilà. Ouais, Non, c'est ça. elle m'a filé 2 autres peignoirs, quoi. Voilà, elle Ça. nous a filé 2 autres peignoirs. Parce qu'il y avait aussi l'aspect. Bon, après, vous venez plus de France, peut-être Paris aussi et tout. Mais moi, par exemple, les grosses villes européennes que j'aime bien, mais il y en a quand même que j'aime bien, c'est Barcelone et Madrid. Ah. Et donc, je me disais, ça rajoute quand même de la proximité parce que, bon, en Oui. Belgique, je suis plus proche de Paris. Enfin, voilà, je sais pas si d'où je suis, c'est peut-être plus loin à Madrid. Enfin, entre Andorre et Madrid, je sais pas s'il y a la même distance qu'entre où je suis et Paris. Mais voilà, bref. Je remplace une ville que j'aime moins aller par une ville que je préfère aller, donc où j'ai D'accord. aussi des connaissances là-bas. Donc je me suis dit, voilà, ça me rajoute quand même une Carrément. proximité à ce niveau-là, quoi. Ouais, bah c'est bien. Non, je pense que c'est important d'être à un endroit, même pour le business et tout, tu vois, d'être à un emplacement, quoi, où il y a des choses qui te conviennent, quoi, tu vois. Moi, je sais qu'ici, comme on a dit, sécurité, pour entreprendre, trop bien, tu vois, genre, ça va très très vite, le réseau, dès que Ah, t'as tu l'as vu, le réseau, t'as vu le nombre de gens que t'as vu là Ouais, en c'est une ça, semaine, c'est énorme. Puis même si tu as une petite problématique sur quelque chose, comme tu dis, que ce soit un statut ou autre, tu sais pas trop, bah en fait, tu te dis que dans la moyenne de tes amis, il y en a forcément 1, 2, 3 qui ont eu ces mêmes problématiques. Et du Ouais, coup, ou ils qui t'amènent des connaissent solutions. quelqu'un qui peut C'est t'aider, ça. quoi. Bah alors là, Alex, c'est flagrant, tu vois, vu qu'il vient s'installer, moi je suis là depuis 10 ans, tout va très très vite pour lui parce que je lui dis, ah bah ça on fait ça, tout. Donc ça va super vite. Et en fait, ça, j'ai acquis parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont aussi expliqué des choses, tu vois. Donc voilà, liberté d'entreprendre, sécurité, comme on dit, l'emplacement il est assez chouette, niveau Barcelone c'est pas loin, tu peux skier ici, enfin c'est ça qui est fou, quoi. Je suis sûr qu'il y a certaines périodes de l'année, tu peux skier le matin et l'après-midi être à la plage, quoi, tu vois. Ah ouais, Vraiment, ouais, littéralement, c'est à 2 heures de route, tu vois. Enfin c'est assez dingue. Et puis après, franchement, non, le cadre en soi est vraiment cool. La météo change très vite aussi, hein. Franchement, Ah ouais, ça par contre, ouais, j'ai déjà eu impressionnant. ici, il neigeait, puis après il faisait soleil, puis après il. Impressionnant voilà. ça, je suis toujours pas Ouais, encore le côté remis. montagne, en effet, il peut y avoir de la neige qui tombe et après gros ciel bleu, etc. Clairement. Ne serait-ce que hier, je faisais un tour de voiture et j'ai été du coup jusqu'au Pass. Pass, il y avait carrément de la neige et sur la route. Mhm. Et je reviens ici dans le centre, gros ciel bleu, soleil. Ah oui, machin. j'ai eu ça le jour où on s'est vu. Moi où Ouais, j'étais, tu il y vois. avait de la neige. Ouais. Mais il y a aussi un aspect aussi que je trouve très important, c'est l'évolution du pays. Mhm. Donc, moi, je viens depuis des années, je viens à chaque fois 1 ou 2 semaines, des choses comme ça, Ok. et je vois la tendance vers laquelle le pays se dirige en termes de qui ils attirent, et rien qu'à voir comment évolue le centre-ville, avec de plus en plus je veux dire, de boutiques Petit peu haut de qualitatives gamme, quoi. et tout Ouais. ça. T'as Je vois, fait un tour unique ou pas, toi, le nouveau casino? non, j'ai pas encore été. J'ai vu qu'il y avait des faut que t'y ailles. spectacles, donc je me suis dit, ça peut être cool, Il y des a spectacles de spectacle. stand-up ou quoi, mais. Ouais, non, mais t'as un peu de tout. En fait, t'as vraiment un étage, bon, casino, machine à sous. Et d'ailleurs, même là, en vérité, c'est sympa parce que t'as un coin où tu peux boire des coups, manger un petit peu, mais dans le casino, tu Ok. vois. Donc ça, c'est assez. Puis je te dis, le casino, il a 1 an et demi, donc c'est hyper Neuf, flambant neuf, quoi, tu vois. T'as un étage, en effet, restaurant, et t'as un étage discothèque / spectacle, un petit peu aussi, Ouais. comme t'as dit. Et franchement, non, un très bel endroit. Moi, je suis content qu'il y ait ça, de l'avoir vu se construire, ouvrir, etc. T'as un parking avec des places VIP et tout. Enfin, non, franchement, c'est cool. Ouais, parce que je me suis dit, c'est quand même une direction qui a l'air bien. En plus, j'ai l'impression qu'ils attirent aussi beaucoup une population de jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer quelque chose ou qui ont déjà quelque chose qui démarre. Et donc, c'est quand même très sympathique parce que c'est pas juste des gens qui, par exemple, viennent acheter de l'alcool moins cher et puis ils repartent, quoi. Genre, Bah, ça, c'est c'était quand à même l'époque. Ouais, à l'époque, une, c'était plus ça, une ouais. population qui viennent vraiment développer des choses parce qu'en plus, t'as. Bon, je veux dire, tu as aussi la fibre qui te permet de pouvoir Tous facilement les logements uploader. sont fibrés. Tous les Exactement, logements, donc, ça, c'est bien. Tu as quand même une connexion, parce que moi, par exemple, où j'habite, il n'y a pas la fibre en Belgique. D'accord. Et donc, Ok. il y a quand même des avantages en termes de connexion, de technologique,
Il y a Wi-Fi dans la ville aussi, parce que même s'il n'y a pas le roaming, il y a le Wi-Fi. C'est très facile d'avoir une eSIM. Hein. Moi, en 5 minutes, chez Andorra Telecom, j'ai eu une eSIM. Donc, on a été lui prendre son abonnement. Vu que tous les logements sont équipés de fibre, à partir du moment où tu as ton appartement, tu vas juste les voir et il l'active en fait. C'est même pas ils viennent l'installer, c'est il l'active. Tu rentres chez toi le soir, tu as Internet. Quoi. Voilà, donc super. Ça. Donc je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont très très bons, où le pays évolue dans une bonne direction, je vais dire. Donc voilà, je préfère, je me dis, tiens, là, ça évolue positivement et tout. Peut-être un bateau qui a l'air intéressant, quoi. Donc voilà. Ok. C'est toujours mieux d'aller là que d'aller de trouver un pays et puis que ce soit un pays qui soit en déclin. Sur le déclin, clairement. Non, là c'est en plein boom. L'Andorre, on l'a vu, ils sont même c'est tellement en plein boom qu'ils sont obligés de limiter un petit peu les nouveaux entrants en rajoutant des nouvelles conditions, etc. etc. Moi qui suis venu il y a 10 ans, franchement, tu disais coucou, j'arrive, ils disaient vas-y. Alors que là maintenant, au niveau de Alex, déjà, ils sont un peu plus regardants sur l'activité, qu'est-ce que tu fais exactement, etc. Tu vois, ils s'intéressent à toi. C'est bien, ça fait un tri, je veux dire. Ils sont un peu obligés, parce que vu que les places sont limitées, c'est fini le coucou, installe-toi là. Tu vois, ils sont obligés de regarder un petit peu. Ok, il nous reste 15 000 places, 20 000 places. On va prendre le top du top, quoi, tu vois, un petit peu. Il y a ce côté-là qui rentre en jeu. Et honnêtement, je comprends. Ils cherchent avant tout à ce que les derniers entrants, ce soient des personnes qui vont aussi faire tourner l'économie, tu vois. Donc, soit des gens qui ont plus de moyens, qui vont dépenser plus, etc. Ou des profils, comme on dit juste avant, pertinents, qui veulent entreprendre, quoi. Ou qui vont travailler. C'est pas juste des gens qui vont juste mettre le siège social et puis après se barrer, quoi. C'est des gens qui vont... Ça, ils veulent pas du tout. Même ça, c'est un peu terminé. Maintenant, ils veulent que tu résides ici, que tu aies ta vie de famille ici, tes amis, que tu consommes sur place, tout ça. Voilà, donc ce qui est logique en soi. Ok, très bien. Et moi, j'ai une question. Dans un an, où est-ce que tu te verrais, plus ou moins ? Alors, moi, si je pouvais avoir 2 millions de followers sur les comptes... non, je veux dire, plus sérieusement, donc j'aimerais bien que les projets que j'ai en route, ils tournent bien. Donc ça serait déjà un très très beau point. Okay. Et voilà, si je pouvais revenir ici dans un an, faire un podcast avec l'épisode 2 et dire la suite du projet avec une success story... ce serait quand même cool, quoi. Donc voilà. Ça pourrait être pas mal, parce qu'on a la version avant, maintenant on veut absolument le après. Ouais, d'habitude les gens ils sont interviewés après avoir réussi le truc et terminé leur projet, et quand ils sont plus chill, moi c'est en pré. Voilà. Comme ça on te force à réussir, tu n'as pas le choix. Maintenant je suis obligé. Maintenant j'ai la pression. Ce n'est plus une option. Imagine, je suis en Andorre, je croise des gens dans la rue, ils me disent c'est toi qui as fait le podcast là et tout, ça en est où ? Et je dis je suis obligé de que ça pression sociale. Non mais c'est bien parce que justement on parle de gens qui réussissent et qui font les podcasts, mais il y a plein de gens qui sont comme toi, je pense là en ce moment même, dedans en train de chercher ou en train de commencer à réussir, et du coup ils doivent se dire ok let's go, je vais faire comme lui, il est motivé, ça me motive aussi, etc. Tu vois, c'est cool. Ouais, exactement. Et justement, même quelqu'un qui serait pas encore passé à l'action, parce que là on te voit, t'es jeune, t'as envie d'entreprendre, de faire plein de choses, c'est super, moi je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi, mais quelqu'un qui a peut-être pas encore passé le cap, tu vois, qui est pas encore passé à l'action, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, toi éventuellement, si tu avais un conseil à partager ou autre ? Alors, moi je dirais... Allez, face caméra. D'accord. Alors, donc moi ce que je conseillerais, c'est vraiment de démarrer, parce que je pense que c'est en faisant des choses qu'on pourra trouver d'autres problèmes à résoudre, ou éventuellement par exemple il y a un client qui peut demander une demande spécifique et on se dit tiens je vais orienter mon projet dans cette direction-là, ou alors on se dit tiens voilà ça c'est un problème que je pourrais résoudre, je pourrais apporter de la valeur à cet endroit-là, et on se dit voilà je vais faire évoluer mon projet dans cette direction. Et donc je pense que une fois qu'on se dit tiens voilà ça c'est une idée qui me convient, je pense qu'il y a vraiment un besoin, c'est de ne pas hésiter, de se dire voilà faut se lancer un jour et pas reporter toujours au lendemain, parce que si on reporte 45 ans de suite, après finalement on se retrouve pensionné et on n'a toujours pas lancé le truc. Et donc je pense que vraiment c'est en faisant des choses qu'on va se dire tiens ça c'est intéressant. Moi par exemple pour Studentpreneur, quand je regarde les premières vidéos, je vois que c'est différent des vidéos qui sortent maintenant. Par exemple, au départ, j'avais pas pensé faire les interviews des étudiants. Donc au départ, il n'y a que moi qui parle à la caméra. Puis je me suis dit, tiens, je vais ajouter les interviews, c'est sympa. Et puis les gens, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien. Donc j'ai eu des bons retours avec ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir améliorer ces effets de montage là. Donc je vois qu'il y a des gens qui ajoutent des sons, je vois qu'il y a des gens qui... Donc je me documente, je tape sur YouTube, je regarde un peu comment je pourrais améliorer ça. Et donc je me dis, voilà, mon projet finalement, il évolue dans des directions. Et tu vois, c'est bien différentes. Que tu aies fait ça et que tu n'aies pas cherché à atteindre la perfection dès le début. Parce que des fois, il y en a, c'est ça. Ils vont
je sais pas comment dire. En fait, vouloir être perfectionniste, c'est presque un défaut au bout d'un moment. Ils vont vouloir que ce soit parfait dès le premier épisode. Avec une caméra, etc. Et voilà, et puis même à terme, ils vont se dire non, en fait, c'est quoi? C'est nul. Je supprime, je refais. Et je refais, et au final, ça sort jamais. Et entre le gars comme toi, qui a sorti peut-être 10, 15, 20 vidéos, ok, les premières sont pas folles, mais il s'améliore, et l'autre qui en a sorti qu'une, en fait, il a mis tellement d'énergie et tellement de temps à la sortir, cette vidéo, qu'au final, on sait tous, les premières vidéos, parfois, ça marche pas trop, ça prend du temps. Ouais. Et en fait, t'imagines la déception derrière entre le gars comme toi, qui a commencé tout doucement à faire quelques vues, quelques followers, la machine, elle se lance tout doucement, et l'autre, il a mis 1 mois, mais il en a sorti qu'une, et elle a pas marché. Il dit, allez, c'est bon, ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a joué un peu avec ça. C'est que moi, par exemple, MrBeast, j'ai trouvé quand il avait rien, quoi. Quand il faisait des vidéos dans sa chambre qui comptaient jusqu'à 100 000 ou des trucs ainsi. Ouais. Donc je l'avais envoyé à mon frère et tout parce que j'avais dit, regarde ce gars-là, il compte jusqu'à 100 000, what the fuck. Et donc j'avais fait ça, et puis après j'ai vu ici qui disait, bah voilà, tu fais 100 vidéos, et à chaque vidéo, tu essaies d'améliorer quelque chose. Bien sûr. Et donc, c'est ce que je m'étais dit, bah voilà, là, je vais essayer d'améliorer comment je parle à la vidéo. Là, je vais essayer d'améliorer éventuellement mon script sur ce niveau-là. Je vais essayer d'améliorer l'accroche. Je vais essayer d'améliorer les effets de montage. Je vais essayer de faire différents plans. Et donc, je m'étais dit, bah voilà, je vais améliorer différentes choses. Après, la vidéo que j'ai sortie, la première, par exemple, bah, c'est une vidéo que je trouvais, fondamentalement, je trouve qu'elle est bien. Tu vois. Encore aujourd'hui, je la regarde, je me dis, bah voilà, avec ce que je connaissais de l'époque, de jamais avoir fait de podcast ni rien. Enfin, j'avais fait quelques petites vidéos auparavant, mais c'était plus ludique, je veux dire, que vraiment un truc de vraiment un projet très 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 sérieux pour un grand public ou quoi. Et donc je me suis dit, bah voilà, cette vidéo là par rapport à ce que je sais faire, elle est très bien. Donc encore aujourd'hui, moi tu me la montres, je vais pas être en mode c'est ridicule, non, je vais pas être comme ça, je vais dire voilà, c'est une vidéo que je trouve fondamentalement bien par rapport à ce que je faisais. Et donc je me suis dit voilà, elle est bien, je vais la sortir, mais je vais pas non plus commencer à me regarder en portant 6 mois du montage, parce que voilà. Et il y a aussi une astuce que j'ai trouvée, c'est que moi j'aime... Attention, pépite. Voilà, je sais pas si c'est une pépite, mais moi c'est pour ça par exemple que j'ai accepté le podcast, que j'ai fait les trucs et tout, c'est que j'aime bien quand je dis quelque chose, j'aimerais bien être perçu comme la personne qui dit quelque chose et qui le fait quand même. Parce que voilà, les gens qui inventent toujours, qui disent voilà, moi je vais faire ça, et puis finalement ça se fait jamais. Et donc parfois... je sais que j'ai besoin un peu de... Donc ça, c'est se connaître, je vais dire. Je sais que parfois, j'ai besoin un peu de force extérieure et de me dire, oui, j'ai dit à ces gens-là que j'allais le faire, donc je dois le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai dit à ces gens-là. Voilà. Et donc, je fais ça. Donc, par exemple, j'avais ça avec les examens. Je me souviens, pour l'anecdote, ici, c'est un peu... Enfin, je sais pas si c'est drôle, mais... C'était les examens oraux. Et en fait, j'étais le dernier groupe. Parce que dans mon famille, c'est un V, la première lettre. Et donc, j'étais mis alphabétique et dernier. Et donc, j'avais limite, dans ma session d'examen, j'avais 12 jours, je pense, entre mon dernier examen et l'avant-dernier. Et donc, là, du coup, premier jour, ça avance pas vite. Ma mère me demande, tiens Loïc, c'est avancé ou pas ? Alors je fais, ouais, comme ça, plus ou moins. Puis le deuxième jour, elle me dit, alors Loïc, ça a avancé ? Ouais, mais il reste 10 jours. Et alors là, du coup, elle m'a dit, écoute, je vais t'interroger tous les jours parce que sinon ça va pas. Et donc, j'avais préparé des questions et j'avais ça, du coup, comme force extérieure pour venir me pousser à me bouger, quoi. Parce que sinon, moi, parfois, quand la deadline est trop loin, ça va pas avancer. Et donc, ici, parfois, je me mets des petites deadlines solo où je me dis, ok, là, je vais donner une conférence. Par exemple, la première vidéo que j'ai sortie, je me souviens, c'était en octobre. Et j'ai sorti, pourquoi ? Parce que le soir même, j'allais faire une conférence pour sensibiliser au statut d'étudiant entrepreneur. Donc je me suis dit là c'est obligé, je peux pas dire je sors dans une semaine puisque là je vais rencontrer des gens qui sont intéressés par le statut d'étudiant entrepreneur, donc je publie ma vidéo comme ça, après si des gens viennent me poser des questions à la fin, je leur dis ben voilà, je fais des vidéos en ligne, il y a au moins une vidéo qui est sortie. Ou alors par exemple, première interview que j'avais sortie, j'avais dit ouais je la sortirai comme cadeau de Noël le 25 décembre, et en attendant je fais un reel par jour, et du coup là je m'étais dit j'ai dit aux gens que je faisais un reel par jour, je dois faire un reel par jour, et donc du coup je faisais un reel par jour. Bon après j'ai remarqué ici que alors, c'était pas plus tard que la semaine passée. Du coup, je fais une dépression. Non, mais alors, moi, je suis pas dans le mode je vais faire des dépressions. Moi, je me dis non. Moi, je passe à travers. Je me dis c'est pas grave, je passe à travers. Et donc, là, je m'étais dit, voilà, c'est marrant parce que toutes mes vidéos, tiens, sans faire exprès, elles sont sorties chaque fois le mardi. Et donc là, j'étais lundi et je me suis dit, il faut quand même qu'elles sortent, il faut quand même que ce soit terminé. Donc, j'ai bossé jusqu'à 1h et quelques du matin. Alors que je devais aller skier et que je devais me lever le lendemain pour aller skier pour l'ouverture des pistes, quoi. Et donc je m'étais dit, mais bon, j'aurais pu me dire, c'est pas grave, je sortirai la semaine prochaine et tout, mais genre je m'étais dit non, je me suis dit là, ça fait longtemps qu'il y a une vidéo qui est sortie, je dois la faire sortir le mardi en soirée, et donc je me suis forcé à le faire, quoi. Donc faut se connaître, quoi. Faut faire des petites deadlines et tout, faut se motiver. C'est parce il y a tellement de distractions aujourd'hui que tu pourrais faire 1000 choses à la place de faire ce truc-là. Donc les petites deadlines, prendre des risques.
commencer et voir ce que tu disais sur le chemin, tu verras d'autres choses. Ça fait déjà 3 super trucs là, que tu Voilà, me et dis. puis bon, après, forcément, moi parfois je regarde des TikTok ou des Reels, mais bon, maintenant je me dis, bah, c'est pour trouver des bons hooks. Hein. Donc voilà, Ouais, moi, c'est je ça, m'excuse. voilà. Ouais, c'est carrément. T'es Ouais. passé du côté créateur, quoi. Ouais, plus. mais c'est vrai qu'on regarde quand même les choses de manière différente. Hein. Ah, quand, carrément, on bien sûr. est, quand on est créateur, moi parfois je me dis, tiens, pourquoi cette vidéo-là elle a fait des vues Ouais, c'est ça, tu cherches à Tiens, comprendre. pourquoi comment ça se fait que ce gars-là il a 1 million d'abonnés Je comprends pas sa vidéo, moi je la regarde même pas, je comprends pas. Et Ouais. donc je me dis, bah tiens, il y a sûrement Ouais. quelque chose que lui il sait que moi je sais pas. Ouais, puis des Donc, fois, je t'es pas regarde. la cible. Toi, tu vas t'identifier un truc, tu te dis, mais pourquoi les gens regardent ça? C'est nul. Oui, toi, tu trouves ça nul, mais beaucoup Mais de pas- gens voilà. regardent ça. Beaucoup de Donc, gens. ouais, Exactement. c'est intéressant. Bah écoute, non, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bah merci Loïc pour Voilà, bah, tout. c'était avec plaisir, merci mais pour non, pour tout ce l'invitation, que avec tu le nous as setup et expliqué. tout. T'oublies pas, dans un an, hein, le rendez-vous est pris. Voilà. Non, Avril mais, 2026. Ouais, non, mais Et oui. au plaisir de te revoir sur l'émission. Et puis, ouais, je pense que c'était intéressant. Ton parcours aussi bien, toute cette volonté d'entreprendre, de faire des choses, etc. J'espère que ça parlera à ceux qui vont nous regarder. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre un peu sur cette émission, ouais, vraiment que les gens se disent, je pense qu'on est dans une époque où il faut essayer. Tu vois, peut-être c'est pas fait pour vous, mais franchement, essayez et à tout moment, vous serez peut-être surpris. Quoi. Mais je pense qu'il y a plus de gens qui ont des regrets de ne pas avoir essayé que des regrets d'essayer. Parce que quand je parle, j'ai même demandé à un professeur qui s'occupait des étudiants entrepreneurs. Mhm. Et j'avais dit, généralement, les étudiants, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Et bien, ils sont tous contents d'avoir testé. Ben voilà. Par contre, des gens que je connais qui disaient, ouais, ça, je testerai plus tard, quand j'aurai fini les études et tout. Mhm. Puis finalement, c'est toujours pas fait parce que là, bon, après, ils Non, mais il y a sont- toujours une bonne excuse. Hein, de Voilà, toute façon, après pour ils ont leur pousser. travail, ils se disent ouais mais là je suis en onboarding et tout, Bien sûr. j'apprends comment ça fonctionne, et puis après ils se disent ouais mais là du coup je commence à regarder pour acheter une maison, un appart, Voilà, puis là après, du j'ai coup des je commence à faire enfants, ça, et j'ai puis pas ça. finalement ça se fait pas, et je pense Ouais. qu'il faut parfois Non, aller clairement. oser se lancer, et je pense que du coup moi j'ai trouvé le statut d'étudiant entrepreneur comme une bonne opportunité à saisir, et donc j'essaie de la faire. Bon, bah, voilà. Puis de toute fenêtre. façon, je rappelle, on mettra tous les liens de Loïc dans la Voilà. description. N'hésitez pas à être curieux, etc. Et puis je Merci pense qu'on peut beaucoup. conclure là-dessus. Un Ouais. petit mot, Alex? Très bon épisode, comme Ouais. tu disais. Donc, je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens, donc c'est nickel. Bon, allez, on peut dire au revoir à tout le monde. Hein. Allez, Allez. ciao. Allez, merci, ciao. Salut.